Nous avons donc la grande affiche de ces finales 2026. La NBA nous gâte puisque les San Antonio Spurs ont rejoint les New York Knicks pour une revanche de 1999. Nous sommes avec Thomas, nous sommes avec Kerwan. On va faire plus d'une heure de preview. Il y a beaucoup de choses à raconter. Avant de vous donner la main et de me donner vos sensations, je vous donne notre dispositif. Ça fait 10 ans qu'on fait ça à Erwan maintenant. Et comme toujours, on sera en direct à regarder le match ici au bureau et en débrief, mais vraiment à l'instant après le buzzer, comme d'hab, en live, 6h du mat, 7h du mat, en fonction du début du match. Pour nous, c'est un moment complicado, parce que le lendemain, tous les lendemains, on sera en débrief aussi dans Clutch sur la Ouna TV. Il y aura parfois Erwan, il y aura parfois Thomas, j'y serai aussi de temps en temps. Tom Ciaravino sera à la présentation, Adjo Lala sera là aussi. Rémi est aux États-Unis et pourra nous donner les dernières petites infos venues de New York ou de San Antonio. On va encore vivre, Erwan, un grand moment de sport. Les finales NBA, c'est devenu un événement chez First Team, on va pas se mentir. Et c'est vrai que maintenant, associé évidemment avec la Ouna TV, on va couvrir ces finales du mieux qu'on peut. Il y a même Rémi qui est sur place. On va alterner, mais c'est vrai que débriefer les matchs en live, tout de suite après le buzzer final, ça a quand même une saveur particulière. Vous êtes souvent là aussi dans le chat, donc c'est un truc qu'on aime bien faire, c'est un truc qu'on a installé et c'est notre grand rendez-vous chaque année. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Absolument, on est toujours surpris de voir l'engouement, alors que c'est quand même des horaires où normalement soit tu te réveilles pour aller au travail, soit tu sors de la night. Surtout Thomas Larokis. Pas faux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie d'avoir, Thomas, tu vas commencer, donne-moi tes premiers moments d'excitation là, de cette finale de NBA Cup, de cette revanche de la finale de NBA Cup. Ouais, je me pose beaucoup de questions, surtout je me creuse la tête en fait depuis que j'ai appris l'affiche de cette finale. J'arrive pas à avoir toutes mes réponses, c'est pour ça qu'on est là ce soir, mais j'ai forcément Victor, tout ce qui va avec cette affiche, la revanche de la NBA Cup, cette ambiance au Madison Square Garden que j'ai envie aussi de voir, mais avant ça il y aura 2 matchs à San Antonio. J'ai l'impression que ça va être une grosse bataille, même si on a un peu des préférences en tout cas sur une équipe, j'ai l'impression en tout cas sur la globalité. Mais c'est 2 oppositions de style qui s'affrontent, une équipe bien plus expérimentée, des jeunes de l'autre côté qui ont fait leurs preuves, mine de rien. Donc je pense que ça va péter dans tous les sens. C'est une finale surexcitante pour 2 raisons. D'un côté, il y a les Knicks qui retrouvent les finales NBA. Qu'on soit fan des Knicks ou pas, New York est en finale NBA, ça reste un événement. On connaît l'engouement autour du Garden, on sait que ça va être un feu incroyable. Et puis on peut rajouter aussi que les Knicks, sur ces playoffs-là, ont roulé sur leur conférence. Alors on peut dire, oui, la conférence est ce que tu veux. Quand tu roules sur autant d'équipes comme ça, depuis le milieu du premier tour, c'est pas rien. Donc ça va être intéressant de voir aussi le niveau que vont afficher les Knicks face justement à une équipe, on peut dire ce qu'on veut, qu'on n'attendait pas là, en tout cas au mois d'octobre. On a vu cette équipe-là monter au fil du temps en régime, on les a vus sur ces playoffs, découvrir les playoffs comme si ils les jouaient depuis 10 ans. Et puis qu'on le veuille ou non, Victor Wembanyama, au bout de sa 3e saison, qui découvre aussi les finales NBA, c'est forcément une excitation incroyable. Donc voilà, il y a pour 2 raisons différentes, mais qui se rejoignent parfaitement, ces finales-là sont archi excitantes. J'ai hâte de voir les premières attaques, les premières défenses, les premiers match-ups, parce qu'il y a, comme le disait Thomas, il y a beaucoup de questionnements entre l'état des Spurs qui sortent de notamment 2 runs demi-finale, finale de conf assez intenses, et les autres qui ont roulé sur tout le monde et qui n'ont pas joué depuis le mois de mars. Bon, Erwan, tu sais où tu vas regarder le match ? Ici ? Très bien, tu sais où tu vas regarder le match ? Ici. Si vous avez encore un doute, on vous propose une solution alternative. NordVPN est partenaire de la chaîne sur les finales NBA et ça vous propose forcément des petits tips pour regarder à l'étranger si vous voulez. Ça se passe comme ça, NordVPN. Le partenaire de cette vidéo, vous le connaissez bien, c'est NordVPN. Et avec la Coupe du Monde qui arrive, on a peut-être le bon plan pour vous. Si comme moi, vous galérez avec toutes les histoires de chaînes et d'abonnements, ou que vous comptez regarder la Coupe du Monde depuis l'étranger avec un cocktail en bord de plage, ah ouais, la chance, hein. Eh bien NordVPN, c'est la solution. Tu changes juste ta localisation virtuelle et tu accèdes à toutes les chaînes américaines, brésiliennes, italiennes, avec une qualité nickel et souvent sans pub. Et pour les soirées où il n'y a pas de match, NordVPN, c'est aussi le meilleur moyen d'accéder au catalogue Netflix, Disney+, ou Prime dans d'autres pays. Et tu vas trouver des films que tu ne retrouves pas sur les plateformes françaises. Et franchement, ça fait kiffer. Tu peux aussi avoir accès jusqu'à 10 appareils différents en même temps. Et en dehors du streaming, NordVPN chiffre aussi toutes tes données et peut même filtrer ton trafic en continu pour bloquer les publicités intrusives et les sites malveillants comme les tentatives de phishing et les fausses boutiques en ligne. Et en ce moment, via le lien en description, 4 mois offerts pour l'abonnement de 2 ans, moins de 3 € par mois, satisfait ou remboursé sous 30 jours.
Allez, merci Erwan et rejoignez-nous bien sûr rien, sur gros. NordVPN. Rejoignez-nous, on vous met bien sûr dans la description et dans le chat les liens qu'il faut si vous voulez vous aussi vous offrir ce petit outil qui marche parfaitement. Ce soir, il y aura évidemment là une place pour vous via Discord. On vous met aussi plein de sondages. Le premier sondage, c'est est-ce que cette finale est la plus excitante des 10 dernières années? Dites-moi, messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je dis 10 dernières années parce que évidemment, je me base sur les 10 dernières années de First Team. C'est pas simple parce que déjà les 10 dernières finales, on les a vues, on les a vécues. Donc il y a des finales sur lesquelles on était excités et finalement on était un petit peu déçus. On pense évidemment à LeBron face à KD, époque Warriors et Cavs. On était excités. Enfin les deux finales qu'il y a eu, il y a eu 8-1 sur les deux finales en cumulé. On n'a pas vu vraiment de finale. Il y a cette action incroyable avec J.R. Smith, mais bon ça. Donc je sais pas, c'est un petit peu la culture du moment, mais comme je le dis, moi, dès qu'on est en playoff, la culture du moment, elle me va. Donc en fait, oui, Warriors, Raptors, on n'était pas notamment surexcités. Dallas, Boston, j'étais pas non plus surexcité. Donc finalement, j'ai envie de te dire oui. Thomas? Moi, le petit Dallas-Boston avec Luka, Kyrie, j'avoue que j'avais une hype quand même avant parce que c'était un peu à la surprise générale. Et ils produisaient un basket, je me suis dit, ils vont le faire, en fait, ils vont être champions. Bon, ils sont fait démonter. Mais sinon, à part celle-là, ouais, là, le fait qu'il y ait Victor, les Knicks, bon, on va pas refaire l'histoire, mais c'est cette équipe des Spurs, finalement, je pense qu'elle a mis tout le monde d'accord. C'est compliqué de dire aujourd'hui, on n'aime pas les Spurs, même, alors peut-être parce qu'on est en France, mais je pense que même partout dans les autres pays, C'est beaucoup plus fort aux États-Unis, c'est beaucoup plus fort qu'en France, sachez-le. Ils ont cette équipe, cette squad en fait de jeunes mecs qui régalent, ils ont tous leur qualité, ils font du spectacle aussi, ils sont très modernes dans leur jeu, et donc c'est pour ça qu'on va avoir une finale exceptionnelle, en tout cas. Tu sais, quand je vous posais la question, il y a une finale qui m'est apparue. Alors il y a le Dallas-Boston 2024 qui est bien. La finale était nulle, mais on était hypé non, mais je vous parle d'être hypé avant que ça commence. Il y en a une quand même qui ressort du lot, c'est celle de 2022, Golden State, Boston, où le fait que Steph y retourne, il y avait un truc parce qu'il y a un joueur légendaire. Et c'était des très bonnes finales. C'était des super finales, t'as raison, c'était indécis. Avant que Miami faire un incroyable, mais on savait qu'ils allaient être courts un peu Miami, tu vois, donc c'est vrai que... Ouais, bien sûr. Il y a celui de la bulle, évidemment, pour mon équipe favori, mais bon, c'était la bulle, et puis surtout, on était en septembre, enfin, voire début octobre, mais je veux dire, pour le coup, d'avoir son équipe favorite, tu vas découvrir ça, Erwan, à l'âge adulte, n'est-ce pas? Donc, je l'ai connu en 99, toi. T'étais pas adulte en 97, 99? J'avais 17 ans, ouais. Bah, ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris, mais t'es pas... Je sais que dans ton pays, la Grande-Bretagne, à partir de 14 ans, on peut boire de l'agneau, mais nous, 18 ans en France. C'est 11 ans déjà. Ah oui, c'est vrai, ils ont reculé l'âge. C'est la gauloise, c'est la gitane maïs à 14 ans. N'importe quoi. On a vu le bracket passer il y a quelques instants pour voir les deux équipes qui ont réussi à se qualifier avec évidemment des formats très différents, avec l'une qui a défoncé la conférence Est, et donc cette finale de conf qui restera légendaire, peut-être, si les Spurs vont au bout. La finale face à OKC restera parmi les tops du top. Je vous propose aujourd'hui de parler des Knicks dans un instant, de parler des Spurs, et puis ensuite de faire les confrontations entre les deux équipes, puisqu'il y a eu 3 matchs quand même lors de cette saison. Mais avant ça, un petit moment d'histoire. Puisque Erwan, on parlait de la finale de 99, c'est donc une revanche. Alors c'est 27 ans plus tard, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. Il reste 15 joueurs des Knicks qui jouaient à l'époque. T'imagines le mec à carrière. Il est chaud. LeBron James en fait. LeBron n'était même pas dans la ligue. Erwan 99, victoire en 5 des Spurs avec un Tim Duncan MVP. Alors pour le coup, il y avait un joueur sur le banc des Knicks en 99 qui sera sur le banc des Knicks en finale, c'est Rick Bronson, le père de Jalen Brunson, qui avait un rôle minime puisque sur les finales 99, il ne joue que 9,8 secondes. Voilà, donc on imagine que son fils risque de faire mieux dès la première attaque. Non, c'était des finales là aussi assez surprises, notamment de voir les Knicks là qui sortent 8e de l'Est et qui battent le numéro 1, le Heat, qui mettent 4-0 à Atlanta et qui vont battre 4-2 Indiana pour rejoindre les finales dans une saison réduite de lockout. On s'en souvient, c'est la première équipe qui finit 8e qui arrive à rejoindre les finales. Ils arrivent pour le coup face aux Spurs de Duncan et Robinson. Duncan, ça fait que 2 ans qu'il est dans la ligue, mais on a compris déjà qu'il allait rouler sur tout le monde. On n'est pas dans un basket moderne, on est sur des finales ultra défensives. Aucune des équipes sur les 5 matchs va dépasser une fois les 100 points. Les Knicks ne vont pas mettre une fois plus de 90 points sur ces finales-là. Donc c'est des finales que mine de rien, les Spurs vont largement dominer, notamment avec leurs 2 tours, parce qu'en face, Patrick Ewing est malheureusement blessé, on le voit en civil, et c'est un vrai crève-cœur parce qu'on sait que c'était potentiellement son dernier run pour être champion. Ensuite, il sera transféré du côté de Seattle. Et puis voilà, les Knicks, c'est Latrell Sprewell, Alan Houston, ce duo légendaire, magique, Larry Johnson, qui a le dos en vrac, et chaque fois qu'il met un 3 points, il fait ce geste-là. Mais de l'autre côté, c'est déjà Greg Popovich, c'est déjà le sérieux, et ils appuient là où ça fait mal. Mario Lee, Avery Johnson, c'est une équipe de darons, à part David Robinson évidemment, à part Tim Duncan. Donc Tim Duncan finira MVP. Le
dernier match, mine de rien, au Garden, il le gagne d'un point sur un tir d'Avery Johnson dans le short corner. Très iconique. Qui a été très iconique, qui m'a Ouais. fait un mal terrible à l'époque, mais c'était somme toute assez logique. Mais ça reste le premier titre aussi des Spurs Ouais, et bien le sûr. début de la dynastie Spurs. Ah, tout à fait. C'était déjà à 27 ans. Ça nous rajeunit absolument pas cette 27 ans, finale. j'étais en centre de formation, c'est... Waouh! Il faisait quoi la Rocky, c'est 27 ans? Il était en stage à Biarritz avec moi. À 14 ans, je devais être en CM2 apparemment, mais. Oh, tu t'auto-flingues. je l'apprends Tu en devances. voyant, Et dis-nous ce que tu faisais, parce que Non, à 14 regarde, ans. là il y a une photo de joueur, je te vois pas dessus, Thomas, malgré ton grand talent. Ok, À 14 ans, dans quelle division? En minime? Oui, t'es en ouais. minime deuxième J'étais année. en ouais. minime France, je crois que c'est la France entière, à coup de 35, 30, voilà. Il n'y avait pas les réseaux à l'époque, donc D'accord. personne ne me connaissait, enfin si. Un peu. L'humilité, évidemment, Non, toujours. c'est hein. des faits, c'est des stats, en fait, tu regardes à la fin, il y a écrit les stats. Très bien. Heureusement qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, en tout cas, c'était les C'est l'été prémices. 99, on se rencontre. Ah Quand tu viens en stage à Biarritz, c'est que mais je tu suis vois. ton coach. D'accord, où il me fait faire le mur à 14 ans pour aller dans des bars, boire des verres, voilà, bon. J'espère que nos parents, Je enfin comprends vos ma parents ne regardent carrière, pas. je comprends ma carrière maintenant. Tout ça, c'est de la faute d'Erwan. Allez, Un peu, venez, j'ai faire, Bonne excuse, hein. venez faire des camps, car on a beau traiter l'été. Ouais, mettez vos enfants On a avec 3 ans quoi. d'écart, hein, j'avais 17 ans, elle avait 14, Ouais. donc ça va, tu vois. j'avais Ouais, pas- gars, Les gars, aux yeux de la loi, c'est danger, ça. hein. Il est immature déjà à 44 ans, imagine à 17 ans. comme il était. Ah, il a- C'est une bonne émission qui part. Il hein. a des comptes à régler. Mais oui, pourquoi vous avez mis à côté déjà là? Ne vous touchez pas comme ça, les mecs. Bon, si vous êtes en podcast, On peut venez plus sur rigoler, YouTube on rigole. pour voir, ils sont en train de se Tu peux me chamailler. chambrer ils tant se- que tu veux, ça te rendra pas le brevet, mais après. Voilà, très bien. Bon, je vous propose qu'on parle de basket parce qu'ils nous ont clairement saoulé les deux corneaux là, ils sont terribles. Donc, commençons par l'équipe qui a été la première à se qualifier, c'est les New York Knicks, donc qui ont gagné cette NBA Cup pour l'instant. Enfin, ils sont en mesure de faire ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la NBA, l'histoire récente de la NBA, un fameux doublé coupe championnat, comme on pourrait dire en Ligue 1. Thomas, j'ai envie d'avoir ton avis. On va évidemment décrypter tout ça, mais ils arrivent plein badin et puis ils ont eu une semaine pour se reposer, nos amis des Knicks. Ouais, c'est assez spécial en fait. Moi, j'ai beaucoup de mal à analyser cette équipe parce que, comme on l'a dit, ils ont roulé sur l'Est en fait, donc ils n'ont pas été mis en difficulté. Ils ont déroulé, il n'y a jamais eu de moment finalement où ils ont été en danger, où ils ont dû un peu s'adapter, changer d'un match à l'autre, trouver des solutions. Et donc j'ai du mal à évaluer ce niveau des Knicks. Est-ce que l'Est était très faible ou est-ce qu'eux étaient très forts? J'ai l'impression qu'on va avoir des réponses très prochainement. Ce qui est sûr, c'est que Erwan l'a dit, on roule pas sur l'Est comme ça par hasard. C'est que l'équipe joue bien, ils sont forts, ils sont bien en place. On a vu un peu de cette transition avec Towns là au bout du 3e match contre Atlanta, qui a changé cette équipe des Knicks. Et voilà, depuis ce jour, écoute, tout va bien pour eux. Maintenant, comment savoir ce qu'ils valent face aux meilleures équipes de l'Ouest, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont des choses à mettre en avant, quoi qu'il arrive. Hein. Ils ont été, moi je reste persuadé, je le dis, je le redirai, ils ont été très bons sur les 3 runs de playoffs qu'ils ont eu à faire à l'Est. Mais ce qui est dur à analyser avec ces Knicks-là, c'est la transition qu'il y a eu au milieu du match face à Atlanta. On avait vu un petit peu avant, Karl Anthony Towns un petit peu plus dans la passe, mais le jeu proposé par les Knicks en saison régulière et sur les 2 premiers matchs de playoffs ne ressemble absolument pas à la fin de série face à Atlanta, à ce qu'ils ont fait face aux Sixers et ce qu'ils ont fait en finale de conférence. Il y a une espèce d'élan collectif de vouloir se passer la balle, de jeu sans ballon, de Jalen Brunson qui arrête de porter beaucoup trop la balle, et donc du coup ça rend cette équipe beaucoup moins prévisible, et du coup ça rend des joueurs beaucoup plus saignants. Je pense à Michael Bridges qu'on a beaucoup pointé du doigt en saison régulière pour dire que parfois dans les fins de match il se planquait un petit peu, à OG Anunoby qui est clairement le 2e meilleur scoreur de cette équipe. Je vais pas aller jusqu'à joueur parce que pour moi, tu l'as dit, l'apport d'Anthony Towns c'est très important, et Jalen Brunson semble s'éclater, et tout en s'employant un petit peu moins. On adore quand Jalen Brunson ne s'occupe pas de monter la balle, qu'on va le retrouver au bout de 10-12 secondes d'attaque où il utilise des écrans en 2e arrière pour ensuite aller jouer. Et puis Karl Anthony Towns qui est dans cette aiguilleur du ciel, il shoot un petit peu moins à 3 points. Alors il a un pourcentage quasiment proche des 50%, on va y revenir cette importance-là, mais il shoot à peine 3 fois et demi à 3 points par match. Mais le ballon circule, le ballon bouge. Mike Brown ouvre un peu son banc, va chercher des rotations en fait fond du bon. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues en saison régulière. Et donc c'est assez surprenant, c'est bluffant, ça marche. Mais quelque part, on se dit, mais comment ils ont attendu si tard pour faire le switch? En tout cas, on a l'impression qu'ils se sont trouvés au meilleur des moments. Ce qui est sûr, tu disais qu'on n'a pas vu dans la saison régulière, mais mine de rien, on a vu des mecs qu'on connaissait pas, du fait peut-être des blessures et des méformes, mais on se souvient de Tyler Kolek en NBA Cup, on a vu Mo Diawara. Oui, mais on a vu Mo Diawara. Qui joue plus. Oui, peut-être, mais tu me dis qu'il ouvre un peu son banc, mais en fait, finalement, si on prend la big picture de la saison, on a un Mike Brown qui, dès son arrivée, a essayé de mettre un peu plus de mouvement dans le jeu. Ça s'est pas concrétisé dans les matchs de saison régulière, mais en tout cas, il y avait une volonté. Il y a eu un renforcement du banc.
on se souvient de Gershon qui est parti depuis, mais ils ont eu en tout cas l'idée d'avoir plus de mecs sur le banc, et dans la saison, finalement, ça leur a servi, parce qu'on parle de gars qui ont peut-être disparu maintenant, mais qui ont eu un rôle à jouer ici ou là. Ouais, mais c'est ça la profondeur. Ah, c'est pas pareil. Bah, c'est ça la profondeur à un moment donné. Moi, si tu me dis, tu regardes le fil de la saison, il y a eu des mecs qui ont pop ici, qui ont surperformé parfois, qui sont ressortis de la rotation, puis on arrive en playoff, et finalement ils jouent à 10, c'est la première fois. Bon, avant c'était Thibodeau, hein, mais c'est la première fois depuis 3 ans. Sur qui tu peux compter régulièrement, et que d'ailleurs quand tu arrives en playoff, aujourd'hui ces mecs n'existent plus malheureusement. Bah, là, il y a quand même beaucoup de mecs qui sont bons là. Diawara qui joue. Oui, mais c'est bien la preuve qu'il y a eu beaucoup de joueurs qu'on a vus dans la saison. C'est ça que je te disais. Ce que je veux dire, pour répondre à ce que tu dis, et t'as pas tort, c'est qu'en fait, il y a des choses qu'on voit en playoff qu'on n'a pas du tout vu en saison régulière. Des hommes, des manières de jouer. C'est ça qui est un peu surprenant. C'est l'avantage d'une saison très très longue, et que le but c'est de cliquer au mois d'avril, mai. Ça, et que ça c'est un truc quand même qu'on peut souligner avec cette équipe, c'est que le groupe se connaît parfaitement. Le 5 majeur est quand même à au moins un run de playoff, parce que Michael Bridges est le dernier à être arrivé il y a 1 an et demi. Ils se connaissent, ils connaissent la chanson, ils ont la frustration de l'année dernière face aux Pacers. On avait l'impression qu'ils étaient grands favoris. En fait, tout ça mis bout à bout, un nouveau discours, parce que c'est une réalité, un nouveau discours, leur permettent d'arriver aujourd'hui avec un plein de confiance fantastique. Mais quand tu dis cliquer, c'est pas cliquer parce qu'ils font 3e de la conférence Est, c'est pas mauvais. Victoires, non, mais c'est un peu décevant. Bref, ils gagnent la NBA Cup. Ouais. En fait, la saison régulière, elle est plutôt ok, tu vois. Ouais. Mais en fait, cliquer, c'est pas comme s'ils sortent 6e ou 7e et qu'en playoff, il se passe quelque chose. En fait, ils sont 3e de l'Est, on aurait espéré mieux, mais ça reste quand même ok, tu gagnes la NBA Cup. C'est juste qu'ils ont changé une manière, ils ont changé de philosophie. Et aussi tard dans la saison, je trouve c'est appréciable limite. Mais c'est kiffant parce que je trouve que c'est un basket pour moi qui peut les amener très haut, voire jusqu'à être champion NBA, on va en reparler, mais je trouve ça assez surprenant. J'ai pas beaucoup d'exemples j'ai des équipes où ça a cliqué en playoff. Miami, ils ont cliqué, voilà, ils ont cliqué, mais ils ont pas changé leur style de jeu. Là, les Knicks, ils ont changé de style de jeu. Après, on a toujours été très dur, je trouve, avec ces Knicks, parce qu'ils sortent d'une finale de conférence, ils perdent 4-2 contre les Pacers qui emmènent en 7 OKC, donc finalement les Pacers n'étaient pas si mauvais que ça, on pensait que c'était une équipe moyenne. Donc il leur manquait juste, en fait c'était des détails qui manquaient chez les Knicks. On voulait un peu plus de jeu sans ballon, un peu de Brunson qui dribble moins, c'est pas des détails ça pour moi, de profondeur de main. Oui, mais c'est des ajustements finalement, parce que c'était là en fait la majeure partie de l'effectif était déjà là. Il fallait arriver à mieux les faire jouer, à créer des choses autour de Brunson aussi. Et j'ai l'impression, voilà, ce qui s'est passé, en fait, il y a eu ce déclic en play-off. Et voilà, moi, pour moi, c'est vraiment ce rôle de Towns qui shoot beaucoup moins, qui implique plus les autres. Et en plus, j'ai l'impression qu'il prend plaisir à le faire. Il n'est pas dans la frustration de « Ah, je shoot pas là ». Moi, il me semble, et j'ai pas les stats, mais il shootait quand même au moins 7-8 fois à 3 points sur les dernières campagnes là, de play-off. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est heureux de rendre à ses coéquipiers, de faire tourner la balle, de prendre les bonnes décisions. Et quand tu es heureux dans ton rôle, en général, ça se passe bien. 2 petites infos. Déjà, les Knicks ont fait jouer cette saison 20 joueurs. Ce qui est énorme. Donc c'est une petite stat qu'est allé chercher notre ami Tom Cheravino. Je te donne la stat par rapport à Karl Anthony Towns, si mon ordi veut bien descendre. Non, mais juste voilà, par curiosité, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Quand c'est régulière, c'est sûr. Tiens, regarde. Alors là, si tu veux, Tom, vas-y. Alors là, c'est sur les playoffs. En moyenne sur les playoffs, regardez, 14 matchs tout en bas, il tire 3,2 fois à 3 points. La saison d'avant, 4,1. L'année d'avant, 5,2. 4,8. Sachant que là, il a 48%. Regardez, c'était 35 et 36 sur la première année avec New York et la dernière avec Minnesota. Si on prend série par série, parce que ça m'intéressait face l'année dernière face à Indiana, l'année dernière il a 24,8 points et 12,2 rebonds, ça c'est ses stats, à 11 sur 30 au tir à 3 points. 11 sur 30 au tir à 3 points en 7 matchs. Je vous laisse faire le calcul. C'est archi intéressant. C'est archi intéressant parce qu'il a 24-12, c'est des stats énormissimes. Et on se dit, en fait, il devrait être meilleur avec un Towns à 24-12. Ben non, en fait, ils sont meilleurs quand ils diffusent sur les autres, parce qu'il y a aussi d'autres mecs à côté qui peuvent marquer des paniers. Alors, quand il mettait ses 24, c'est cool pour lui, mais qui autour, finalement, était content de tout ça? L'un des gros reproches que je faisais aux Knicks l'année dernière, et même dans cette saison régulière, c'est d'être prévisible en attaque. Avec ce nouveau rôle de Towns et ce mouvement autour de lui, parce que c'est bien beau de mettre Towns dans ce rôle-là, un peu la Draymond Green, n'ayons pas peur de le dire, mais ça a directement bénéficié à des mecs comme Michael Bridges, par exemple, à Josh Hart, tu vois, dans ce mouvement-là, et du coup, ça rend l'attaque beaucoup plus compliquée. Et finalement, Jalen Brunson, on sait très bien que pick and roll, il va à gauche, il va tenter des trucs, il le fait encore, mais beaucoup moins. Quand Jalen Brunson, qui est un très bon joueur sans ballon aussi, sur les utilisations d'écran, ça veut dire que si tu le suis, il va curler, attraper, shooter, ou mettre un petit flotteur. Si tu passes au-dessus,
dessus, eh ben, il va faire un fade. En fait, il est très bon aussi. On le redécouvre aussi comme ça, Jalen Brunson, dans des lectures off-ball en utilisation d'écran. Et ça, c'est compliqué et c'est plus fatigant à défendre. Alors, je me posais une question là quand vous parliez. On parle souvent de la pression new-yorkaise. De la folie même qui s'est emparée de Manhattan sur ce run de playoff. Bon, ça fait quelques temps que c'est comme ça, mais là, le fait de gagner, d'actionner ce ticket pour la finale de conférence, j'ai envie de savoir dans votre esprit à quel point c'est un avantage, ou peut-être un désavantage, le fait d'avoir la pression, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que ces mecs-là, comme à l'époque un petit peu de John Starks et de Patrick Ewing, comme à l'époque de Allen Houston et de Latrell Sprewell, ces mecs-là sont adorés de la ville, sont adorés du public. Donc en fait, la pression, ça va être une pression positive. Ils n'auront pas la peur de perdre ou la peur de mal faire. On sait, les Knicks, en fait, là où le public est terrible, où la presse est terrible, c'est quand tu fais des saisons régulières de merde, quand tu passes pas des tours de play-off. L'époque Melo, où là, la presse est très dure, la presse te met une pression. Julius Randle l'a connu aussi. Là, en fait, tout le monde est dithyrambique autour de cette équipe-là. Donc, tout ce qu'ils veulent, et puis tu sais, à New York, c'est un petit peu des fois comme à Marseille au foot, mouille le maillot, déjà, et le public sera content. Et cette équipe-là, c'est une des certitudes qu'on a avec elle, c'est qu'ils vont maillotcher, ils vont jouer dur après que le meilleur gagne. Après, donc, là, quand tout va bien, c'est facile d'être positif dans le support, dans le fanatisme. Apparemment, le fanatisme. C'est aussi l'une des qualités des fans des Knicks, c'est que là, ils sont en finale. Et je peux te garantir que tous les matchs qu'il y aura au Garden jusqu'à la dernière minute, ils vont soutenir leur équipe à moins 20 ou à plus 30, ils vont soutenir leur équipe, sauf si vraiment ils font n'importe quoi, qu'ils sont à moins 40 à la mi-temps, bon ça risque d'y avoir, mais j'y crois pas une seconde. On verra, t'as une réponse à apporter à ça? Toi qui as joué à Cholet, une des plus chaudes ambiances de France. Non, ouais, mais ce qui est sûr, Limoges. Il y a Limoges. On va comparer le Garden en termes d'attachement et à Limoges. En termes d'attachement, il n'y a pas l'Indien au Garden. Il n'y a pas l'Indien au Garden. C'est à d'autres échelles, certes, mais forcément, oui, ça va les pousser, ça va les galvaniser, ils vont être portés par ce public, et comme tu l'as dit, ils ont toujours mouillé le maillot, même Towns, qui on peut lui reprocher plein de choses, mais il va toujours au mastic et tout. Ce qui est sûr aussi, c'est que quand tu joues dans des salles extérieures comme ça aussi chaudes et tout, on sait que les gars aiment bien jouer au Madison parce que t'es... Et puis t'as toujours ce truc, ouais les gars on est 12 en fait contre 40 000, tu vois, enfin je sais pas combien ils sont, 30 000. Là, on va dire 15 joueurs plus 15 joueurs du staff, c'est nous contre le monde. C'est nous en fait contre le reste du monde, et dans cette salle, là on va leur faire fermer leur bouche aussi, et ça te porte aussi d'une certaine manière, si t'arrives à rester dans le match bien sûr, parce que ça peut vite aussi dégénérer parfois quand tu prends de l'écart, mais en tout cas... C'est le genre de salle où t'aimes bien jouer à l'extérieur. C'est vrai que le Garden, il a ce point faible pour les Knicks, c'est qu'il galvanise plus l'adversaire qu'il lui fait peur. C'est vraiment le vélodrome, ça. Pour le coup, ça ressemble. Même si ces dernières années, on a l'impression que les Knicks ont conjuré le sort. Vous vous souvenez, les quarts de finale de NBA Cup joués à domicile où tu te craches. Alors ça vaut ce que ça vaut parce que il y a beaucoup de records un peu, tu sais, de joueurs. Bien sûr. Non mais c'est la mec. Et les gars, c'est la mec. On va vivre en tant qu'adulte une finale au Madison Square Garden. Rien que ça, c'est un événement exceptionnel. Ouais. Ça va être fantastique à vivre. On espère que, en tout cas, la pression va pas bouffer cette équipe des Knicks. Je vous propose de. J'y crois pas. Bon, on verra. Écoute, ça commence mercredi. On parle un petit peu des Spurs, puisque on a énormément parlé ces dernières semaines, ces derniers jours. Encore hier, on parlait de ce Game 7. Malgré tout, dans cette saison, entre un play-in ou un top 6 envisagé en saison régulière, entre cette finale de NBA Cup, l'avantage psychologique face à OKC, ce round de playoff exceptionnel, ils sont en finale NBA. C'est la première fois depuis 2014. Eux aussi, mine de rien, ça remonte à 12 ans pour la plus grande dynastie du 21e siècle. Dans ton esprit, comment ils se présentent dans ce match 1 qui va se profiler, c'est finale NBA, c'est Spurs? Dans l'esprit, je pense que c'est assez simple. Ils veulent être champions d'entrée quand ils arrivent en finale. De toute façon, à partir du moment où ils ont réussi leur saison et qu'ils ont fini deuxième, dans leur tête, j'ai aucun doute que c'était le titre ou rien. Ils se sont pas dit, ça serait cool qu'on prenne un peu d'expérience sur ces playoffs. Voilà, il faut une saison fantastique. On se rappelle tous un peu de ce process. Les Spurs, là, cette année, Harper, on va voir ce que ça vaut. Deuxième année de Castle. Il va falloir que ça clique avec Fox aussi. On a envie de voir. Il faut absolument qu'ils fassent les playoffs pour engranger un peu d'expérience. Et l'année prochaine, on les attend très très haut. En fait, ils ont tout balayé d'un coup. Tout ça est normal, en fait, dans nos analyses de consultants et de journalistes. Tout ce que tu viens de dire, c'est juste normal dans un process d'une équipe normale. C'est ce que je suis en train de dire. Mais ce dont on se rend compte, t'as raison, ce dont on se rend compte, c'est que cette équipe-là, elle est pas normale. Elle est pas normale, c'est ça. Il y a aucun mec normal dans l'équipe. Voilà, et Victor, bien sûr. De par Victor, ça rend cette équipe surréaliste, mais il n'y a pas que Victor. Ouais. En fait, ce que fait Castle au bout de 2 ans, c'est pas normal. Non. Ce que fait Dylan Harper là, c'est pas normal. Ce que fait Mitch Johnson dans le coaching, c'est pas normal. Cette équipe-là. Pour eux, c'est normal. Oui, pour eux. Mais pour nous qui avons un peu d'expérience, c'est une dinguerie. C'est vrai que si tu m'avais dit les Spurs en 2026 sont champions NBA, je fais Yaki sur le banc, c'est pas Popovic?
c'est son assistant de 39 ans, Mitch Johnson. Alors là, vraiment, fallait le prévoir celui-ci. Donc c'est vrai, t'as raison. En fait, ils sont tellement au-dessus de toutes les attentes, mais même les plus. Je pense que tes fans, les die-hard fans des Spurs, là, qui disent ah, on y croit et tout, ils n'auraient pas pu imaginer un aussi beau premier round de playoff. Alors moi, j'ai 2 potes à moi avec qui j'ai joué au basket, c'est donc Guillaume et Loïc, je vais les citer parce qu'ils m'ont saoulé toute l'année avec. Eux, très tôt dans la saison, m'ont dit on va être champion. C'est quoi tôt? Ah ouais, champion. Octobre, novembre. Ah oula. Ah si, je te jure. Ah, pour le coup, j'ai dit et moi tu me c'est la foi. C'est la foi. Non, mais côté fan. Alors il y a côté fan qui peut-être, mais quelque part ils me l'ont dit, donc je vais leur rendre hommage. Et moi, tu me connais. Je leur ai dit mais qu'est-ce que tu racontes? Tu parles comme un fan. Tranquille. Tu parles comme un fan. Tu vas pas que tu dis n'importe quoi. Laisse-leur un peu de temps. Dans 2 ans, ils pourront jouer le titre et tout. Que Nini, mon frère, ils sont en finale NBA et ils sont même favoris en finale NBA. Qu'est-ce que vous voulez ajouter sur cette équipe de Spurs? J'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé, donc c'est pour ça que j'ai envie de me projeter sur la suite et sur la confrontation. Projetons-nous sur la suite, juste dire que c'est une équipe qui est anormalement constituée. C'est une équipe pas normale. Parce que ton MVP, c'est un alien. Parce que ta star est anormale aussi. Elle t'a fait gagner 5 ans en une année parce que c'est un leader déjà incroyable. C'est peut-être un des meilleurs leaders déjà de la ligue. Je vois pas qui est meilleur leader aujourd'hui que lui. On le voit, il diffuse à tout le monde. Il est simple, il est honnête aussi, il est franc. Tout ce qu'il fait, c'est, tu sais, il n'y a pas de blaire comme on dit parfois ou par rapport aux caméras. Tu sais, en fait, il est lui-même et j'ai l'impression que c'est un groupe. C'est un groupe de jeunes qui s'entendent bien, ils sont sur la même longueur d'onde. Et quand t'as ta star d'entrée qui met des standards très très hauts, tout le monde a suivi. Quand le mec il se couche à 8h30 pour aller lire un livre, ça donne pas envie d'aller en night jusqu'à 2h du matin. Parle pour toi, frérot, parle pour toi. En plus, surtout lui, là. Les Spurs, ils voulaient eu besoin d'un Victor, moi. Les Spurs, ils voulaient drafter Thomas Dufort. Ils ont fait une recherche un petit peu approfondie. Ils ont dit non, passe. Ils ont appelé 2-3 mecs. Non, n'y va pas. Ils hésitent entre Stéphane Castaldi et Thomas Dufort. Du rouge, ils ont dit non, I'm gonna pass. Sauf s'ils veulent sortir là, les gars. On a les bons plavons. Je vous propose maintenant de nous projeter sur donc cette revanche de la finale de la NBA Cup, parce que ces deux équipes se sont jouées 3 fois. On va quand même vous rappeler les petites infos que tout le monde a vues, mais c'est important. On va donc avoir un 8e champion NBA sur une 8e année consécutive. C'est une première dans l'histoire. Et oui, OKC, grand favori, on fait le bilan dans quelques instants. On était sûr qu'ils allaient faire le back-to-back, comme pour chaque champion de ces dernières années. Et non, ils sont Denver, donc tombés. Boston et OKC, au moins les 3 derniers. On était sûr qu'ils allaient le faire. Regardez ce face-à-face entre donc le 2e de la conférence Ouest, le 3e de la conférence Est. 3 matchs se sont déroulés entre les deux équipes. Souvenez-vous, le 113-124, la finale de la NBA Cup, évidemment, ça va nous donner des billes parce que Thomas Rokis l'a revu ce matin. Le match du 31 décembre, c'était dans le gros game, 134-132, énorme match, victoire des Spurs, alors qu'ils étaient menés de 20 points dans ce match-là. Et à New York, à la Mecque, ils se sont pris une petite 2-2 de nos amis des Spurs, 114. En fin de road trip, ils étaient un peu cuits. Ils étaient complètement cuits alors qu'ils étaient sur une série de victoires exceptionnelle. T'as raison de le préciser. En dessous, les parcours, vous les connaissez, hein, Portland, Minnesota, OKC pour les Spurs. De l'autre côté, 4-2 contre Atlanta, Philadelphie et Cleveland ont été sweepés. On a pris plein de clés, on a pris plein de choses, on a plein de questions à vous poser. Maintenant, vous allez pouvoir, vous êtes déjà en train de nous appeler, je le sais, Tom me le dit, vous allez passer à l'antenne pour essayer de décrypter toutes les clés de la série. Avant qu'on y aille, donnez-moi un petit peu votre regard sur le bras de fer qu'on va voir. Là, comme ça, vraiment, c'est une question qui est absolument pas préparée, donc allez-y, vous avez le droit de faire un tunnel, vous avez 8 minutes chacun. Tom, vas-y. Non, Thomas, tu m'as dit que tu voulais prendre toutes les premières paroles. C'est pour toi, là, Rokis. C'est quoi ta question, là? Donne-moi, là, on est à 2 jours, c'est mercredi soir, le premier match. On sera en débrief, évidemment, juste après. Là, comment tu te projettes sur l'éventuel match 1? Enfin, sur le match 1. Je vais dire ce que j'ai dit contre OKC et Minnesota. Pour moi, les Spurs sont une meilleure équipe. C'est eux qui ont les clés, en fait. Ils ont les cartes en main. S'ils décident de rester dans leur plan, s'ils sont sérieux là et disciplinés comme sur le match 6 et 7, je vois vraiment une meilleure équipe côté Spurs, voilà, avec forcément Victor au milieu de tout ça, mais je pense que les Knicks n'ont pas les armes en tout cas. C'est pour ça on en a parlé tout à l'heure. Je me suis rematé cette finale de NBA Cup. Bon, c'est fou parce qu'on dirait des enfants. Enfin, pas des enfants, mais j'ai l'impression qu'ils ont tellement grandi en 6 mois. Surtout, déjà, t'as Harper qui était rookie, qui fait un match exceptionnel. Mais c'était l'époque Victor, restriction de minutes. Il venait de perdre sa grand-mère. Ouais, sa grand-mère. Ouais, mais il avait les blessures aussi, je crois. Bref, il y avait il y avait Cornet et Barnes dans le 5. Bon, et ils ont dominé 3 quarts temps avant de s'écrouler complètement dans le 4e. Écoute, voilà. Aujourd'hui, vraiment, je suis convaincu que les Spurs sont meilleurs. Maintenant, je peux pas m'empêcher de penser au parcours de ces Knicks à l'Est. Tu fous pas des branlées à tout le monde comme ça par hasard.
Mais malgré ça, moi, ce que j'ai vu, les 2 épreuves qu'ils ont traversées, Minnesota, ils n'étaient pas favoris. Ils ont répondu de la bonne manière. OKC, pas favoris. Ils font le 6 et le 7 à l'extérieur. Enfin, le 7 à l'extérieur, ils gagnent le 6 aussi chez eux. Et à chaque fois, dans le défi physique, pas un mot. Dans les attitudes, ça pleure pas. Ça va au charbon. Ils ont une attitude déjà de champion, je trouve. Et donc, je pense qu'ils vont le démontrer sur cette finale. Moi, je pense que ça va être un combat encore plus physique que ce que ça a été face à OKC. Je pense qu'OKC, au fil de la série, c'est un petit peu délité. Il a perdu un petit peu de sa discipline. Les Knicks, si on salue leur parcours en playoff, c'est qu'il y a eu une discipline incroyable. Vraiment, notamment sur le 5 majeur. Je pense que défensivement, les Knicks ont des joueurs un peu plus au profil un peu plus idoine pour défendre sur victoire. Je pense notamment à Anunoby. On n'est plus dans ça. Ah bon, ben tant pis alors. Hein. Ça. C'est fini. Ah, on met un peu dans les hanches, Randall. Ça, Là, je te parle d'Anunoby qui est. Ouais, mais. Bah, ouais, vas-y. je sais pas, c'est bien d'avoir des. Moi, Gardez ça, c'est une super clé. Garde-moi ça. Et puis moi, c'était à 8 minutes, vas-y. Voilà, ensuite, moi, je pense que bon, alors là, j'invente rien, mais que l'adresse va être incroyable. On sait que quand les Knicks sont à droite, peu importe qui en face, les Knicks sont imbattables. Maintenant, attention, oui, les Spurs vont plus vite que la musique, tant mieux. Les Knicks paraissent déjà prêts à être champion NBA. En face, t'as quand même une équipe qui s'est construite dans des temps normaux pour une équipe, mais ils arrivent prêts pour ces finales NBA. Et je vois beaucoup de sérénité dans cette équipe-là. Donc je pense que défensivement, sur la dureté, ça va être là aussi, quand je parle de série qui va être encore plus dure que face à OKC, dans la dureté New York, c'est dur de faire pire. Minnesota peut le faire, mais Minnesota, il y avait beaucoup de blessés. Il n'y a pas de blessés ou quasiment pas côté New York. Mitchell Robinson devrait quand même jouer. Donc moi, je pense que dans le combat, ça va être très intéressant, mais ne pas sous-estimer New York à ce jeu-là, parce que ça reste l'une des équipes les plus dures. Alors, c'était magnifique, on va pas pouvoir faire de capsule, parce que les temps normaux, Erwan, ça nous a tous... Les temps normaux je sais pas, mais dans des temps normaux. fais-moi une autre structure, mais en tout cas, ça nous a... Je pense que ça... Et on t'a rien dit, parce que tu sais... Non, mais il faut me corriger. C'est pas la preuve qu'on est en train de le faire. Mais il a dit les temps normaux. Les temps normaux, en des temps classiques, en des temps... Ouais, je me suis un peu... Je sais pas, mais ça va... Bon, c'est assez rare pour être souligné, ça arrive. En plus, il y a eu un vent de chaleur venu au même moment de la régie, je pense qu'il c'était pas bien. Ou alors, c'est pour d'autres raisons. Attends, j'ai fait une faute. On vient pas à discuter, j'ai fait une faute, c'est pas grave, on va pas en faire tout un plat. Sur ton épitaphe, il aurait écrit les temps normaux. Si j'aurais su, je l'aurais pas dit. Moi, comment je me projette sur cette série, parce que personne me pose la question. Non, je rigole. Alors déjà, il y a un truc que je dois dire, c'est que la hype est grande parce qu'on a 2 incroyables équipes de basket qui ont l'air d'être déjà au max de leur potentiel. Je dis pas que dans 3 ans les Spurs seront pas plus forts. Je dis qu'en termes de basket, ce qu'on a déjà vu de cette saison, il nous paraît être déjà maximisé sur les forces en présence de cette équipe avec les âges des uns et des autres. C'est-à-dire que tu découvres les playoffs, tu vas en finale NBA en étant grandiose. Pour moi, tu es déjà très au-dessus de ce qu'on pouvait attendre. Donc déjà, dans ce bras de fer, on espère 2 équipes au complet pendant toute la série. On le dira toujours, mais dès qu'il y a des blessés, dès que AJ Mitchell et Jalen Williams ne peuvent pas jouer, ça nous enlève toujours un petit truc, même si les matchs ont été passionnants à suivre. Donc déjà, c'est la première chose, et donc du crédit aux 2 équipes pour ça. Les Knicks, parce qu'ils arrivent avec une confiance extraordinaire, et que pour la première fois de ce run de playoff, ils vont affronter une équipe, a priori, qui semble être plus forte. Je rejoins Thomas, moi aussi, sur je me présente comme ça, je regarde les forces en présence, qui est le favori, assez largement, je mettrai les Spurs, je dirais même assez largement. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un sweep, évidemment, mais dans ce qu'ils peuvent proposer, dans les line-up, dans les affrontements qu'ils ont déjà eus, il me semble un petit peu en avance. Mais on pourrait peut-être dire la même chose aussi pour les Spurs. Est-ce qu'ils ont affronté une équipe autant en confiance que cette équipe des Knicks? Je rajoute évidemment le fait qu'ils soient à 100%, parce que OKC était pas, tu sais. Non, mais il va dire ça à Chapel Graham, t'as raison. C'est quelque part, en fait, on n'a rien envie d'enlever aux Spurs sur leur run de playoff qui est magnifique. Portland, c'est assez logique, ils ont dominé. Mais mine de rien, Minnesota, ils sont menés à 0. Il y a 2 blessures importantes quand même côté Minnesota. Et ils arrivent face au OKC, il y a 2 blessures aussi importantes. Et encore une fois, pour moi... ça n'enlève rien à ce qu'ils ont produit. Est-ce que OKC au complet serait passé? On le saura jamais. Oui. Mais là, par contre, les Knicks, ils sont au complet. Les Knicks, ils sont au complet et ils sont en confiance. Donc, moi aussi, je pense que je mets les Spurs favoris. Mais par contre, les Knicks, pas parce qu'ils ont roulé sur l'Est, je pense même que ce statut-là d'outsider leur va même très bien. Alors regarde cette petite... on va dans le statut d'outsider, entre guillemets, pour les Knicks, si on peut dire ça. Allez, la plus longue série de l'histoire en playoff. Les Knicks sont sur un run merveilleux. 2017, les Warriors avaient fait 15 victoires consécutives. Extraordinaire avant de perdre face... Tu sais qui avait le plus long run avant les Warriors?
Les Spurs. De 99. Tout à fait, c'est juste derrière toi, c'est merveilleux. Ah pardon. Bravo Erwan. Ah parce que j'ai pas l'écran dans mon dos. Je sais, tu m'as baisé comme ça. Les Lakers en 89 et en 2001 avaient fait 11 victoires consécutives comme les Knicks. Donc s'ils arrivent à gagner un match à l'extérieur lors de ces finales NBA, ils seraient donc à 12. Ce serait une prouesse exceptionnelle. Regardons les codes sur Winamax ensemble parce que ça va nous donner, pour se lancer maintenant dans les match-ups, dans les clés de la série, eh bien les statuts de l'équipe ou de l'autre. Regardez, les Spurs sont favoris à 1,50 pour le gain de la finale NBA. Hein. Les Knicks sont à 2,50. Donc je rappelle qu'Erwan a parié, c'était il y a très très longtemps, Knicks champion NBA sur Winamax. Je sais plus à combien était ta cote, elle était très haute à l'époque, enfin très haute, 45. Relativement haute. Non, peut-être pas quand même, mais je crois qu'elle était à 6 ou 7 pour 45, s'ils sont champions, tu me revois plus l'année prochaine. Hein. Je vous ferai peut-être des visios de Cancun, mais c'est tout. C'est clair. Moi, Bon. les petits virements, ça ira. Ils sont bêtes. Regardons les clés de la série, messieurs, maintenant. Je vous ai posé la question, qui va gagner ces finales NBA? Sachez qu'on est à 87% en faveur des Spurs à l'instant T. Regardons les clés ensemble. Regardez ce qu'on a choisi, ça va nous permettre d'ouvrir plein de débats dans les débats et j'ai plein d'autres questions auxquelles il faudra répondre. La discipline des Spurs, les turnovers et les fautes bien sûr, la bataille au rebond, comment New York va défendre sur Wemby, Jalen Brunson va-t-il rayonner? C'est peut-être ma question préférée de tout ça, c'est parce que c'est la mienne. L'avantage du terrain, est-ce que c'est un vrai atout quand on vient de suivre la finale de conf de l'Ouest? Commençons par ça, et c'est toi qui t'es lancé là-dessus, Thomas Larokis. La discipline des Spurs. Et là, on remet encore dans le package l'âge, l'appréhension des finales NBA. C'est encore un autre game. Est-ce qu'ils vont réussir à dompter leur velléité d'être parfois un petit peu trop fous? Ils nous ont montré en tout cas à chaque fois qu'ils étaient capables de s'adapter, de rebondir. On les a vus en souffrance parfois contre Minnesota. Hop, direct, le match d'après, ils ont réglé tous les problèmes. Là, on avait tous été frustrés, je pense, par le match 3 et 5 de la série contre OKC, où ils jouent complètement à l'envers. Ils oublient totalement Victor. On dirait qu'il n'existe même pas dans l'équipe. Par contre, dès qu'ils jouent ensemble d'entrée, dès qu'ils vont chercher Victor, des petits ISO d'entrée sur des pick and roll, d'alley-oop, qui se passent la balle du mouvement, j'ai l'impression qu'ils sont quasiment inarrêtables. On l'a vu contre OKC. Donc cette discipline-là, sans parler après aussi de tout ce que les ballons perdus, les fautes bêtes qui ne servent à rien au milieu de terrain, j'ai l'impression que quand ils sont disciplinés, appliqués, qu'ils se font confiance en tout cas, ils sont très très durs à arrêter. Ouais, on a vu quand même pas mal d'irrégularités, notamment face à OKC, sur cette fameuse discipline. Alors ils compensent avec beaucoup de cœur et beaucoup de talent, mais c'était pas il y a si longtemps que Stephen Castle perd 20 ballons en 2 matchs. Ouais. Alors il y a eu beaucoup de mieux. C'est rectifié. Un petit peu, mais il y a eu des fins de match, notamment le match 7, le match où des fois on le voit des choses. On dit, il a perdu trop d'affilée quand même. C'est une réalité, je veux dire. Parce qu'en face, il a perdu 6 sur le match 7. En face, sur la discipline, les Knicks, je pense, sont plus disciplinés. Oui. Plus mature. Oui, ils n'ont pas eu d'adversaire, les Knicks. C'est ça le truc, c'est qu'ils n'ont pas eu de quoi. Ils ont mis 20 points, t'as pas de money time, t'as pas de moment. C'est quoi? C'est James Harden et Donovan Mitchell qui te mettent la pression. Donc en fait, tu juges la discipline. Tu juges la discipline que s'il y a un money time ou pas. Non, mais c'est l'adversaire. Moi, je crois, mais l'adversaire, moi, je crois surtout que si tu roules autant sur des équipes, c'est que quelque part, tu es discipliné. Ils menaient 3-0 2 fois, il y a eu 4-0. Ils ont, à la mi-temps, ils menaient de 25 points par moment donné. Les équipes, ils sont parvenus. Ils ont gagné de 30 ou 35. Moi, je te parle pas de cette discipline-là. Mais non, la discipline, c'est quand c'est dur. La discipline, quand c'est facile, tu te passes la balle, ça va bien. Je comprends mieux ta carrière, mais non, mais la discipline, ça, il a raison. La discipline, c'est quand t'es sous pression, quand t'as Caruso sur le rab, quand t'as Dort, quand t'as une équipe qui t'agresse, qui te met les mains, quand t'as Randle qui te rentre dedans, quand t'as truc. C'est ça la discipline, pas quand t'as James Harden qui te presse comme ça. Mais là, c'est facile de monter la balle. Caricatural parce que côté Cavs, comme il s'appelle. Et c'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas eu de. Cavs, il y a comme il s'appelle le shooter barbu. Comme il s'appelle Max Strus, comme il s'appelle l'autre, D. White. Mais non, il prenait des pressions. Oui, mais c'est pas. Non, mais en fait, c'est pas. Non, mais écoute, on va acter. Mais ça va être une question intéressante. Mais en fait, on va acter donc que le parcours des Knicks jusqu'au maintenant, c'est de la gnognotte. Moi, je pense ça, pour le coup, c'est la vérité de la finale qui nous dirait c'est la gnognotte. C'est la vérité, c'est-à-dire qu'ils gagnent le match 1, ils font 2 énormes matchs là-bas, il y a 2-0 pour les Knicks, on pourra dire qu'ils surfent. Par contre, s'ils sont à 2-0, il y a 2 écarts, ce qui est une possibilité en faveur des Spurs, et on pourra remettre en cause pour revenir sur la discipline des Spurs, elle est pas sous pression. La discipline des Spurs, elle est sur des surnombres qui jouent mal où ils mettent des balles en touche. Elle est sur des timings de moments où il faut peut-être à plus 8 mettre la balle un peu sous le coude et finalement ça ils le font pas. C'est aussi ça la discipline. Sous pression de la meilleure défense NBA. Enfin, c'est pas moi quand même. C'est OKC, c'est pas la défense des Cavs. Je te l'entends. Je les ai vus aussi faire des choix. C'était pas une histoire d'adversaire. C'était une histoire de cette espèce de truc qui est la qualité de leurs défauts et vice versa. Ou par
moment, ils vont s'empaler dans Parce des gosses. qu'une parce que bonne c'est aussi leur défense manière t'oblige d'être. à faire des mauvais choix. C'est ça le principe d'une bonne défense. C'est qu'en fait, elle te coupe un système, donc tu vas autre part. Et en fait, tu vas t'enfermer dans une situation où tu penses que tu as l'espace finalement. Très bien. Ça vient bien fermé, donc tu te retrouves dans une situation compliquée. J'espère pour toi qu'ils vont pas perdre 20 ballons sur le premier match. Parce que moi, cette discipline, t'as raison. Moi, je pense qu'ils l'ont comblé avec Pourquoi du cœur et du talent. Ils pourraient pas en perdre 20? Ben parce que si on parle. Ils ont gagné le match 1 en perdant 20 ballons. Certes, ils ont- Ah, ça, ok, si. Non, mais je veux dire, je vous donne une petite info Moi, comme pour ça. moi aujourd'hui, je vois les J'ai Knicks. pas dit que les Knicks n'étaient pas une bonne je vois les défense. Knicks moins talentueux et peut-être même parce qu'ils sont moins talentueux, ils sont plus disciplinés. Attends, ça, par contre, il y a un truc là sur cette clé. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être d'accord tous les trois. Si les Spurs sont disciplinés, qui font pas de faute bête, Stéphane Castle en premier, s'ils perdent pas 20 ballons, du coup l'écart grandit entre les équipes parce que c'est vraiment leur faiblesse. C'est pas ça le sujet qu'on avait. Tu me parlais de la discipline. Moi, on parlait de la discipline aussi en attaque. Je parlais de la discipline des Knicks face aux défenses. Là, les Knicks, c'est une super défense, agressif. Ils peuvent me mettre en danger. C'est pour ça que je dis la discipline. C'est sous cette pression des Knicks, quand ils vont être agressés, quand ils vont être durs, quand ils vont être coupés des systèmes, c'est arrivé justement Castle, Harper à tenir ses ballons, à faire les bons choix offensivement. C'est ça que je veux dire. Ok, non, mais j'entends ce que tu dis. Je suis juste. Et malheureusement, on n'a pas pu voir en fait, côté Knicks. Ce qui m'embête un petit peu dans ce que tu dis, c'est que tu donnes vraiment pas assez de crédit, je pense, à ce qu'ont fourni les Knicks, parce que oui, effectivement, dans les Money Time, la discipline règne. C'est pas ce que j'ai Mais dit. pour moi, mettre autant de branlées, 8 branlées d'affilée à des équipes, et t'as beau dire ce que tu veux de Cleveland, on a vu les matchs et j'ai été le premier à les terminer, faut quand même les sweeper. Philadelphie qui sortait de Boston où ils roulaient sur partout, pas sur toutes les équipes, notamment Boston, pardon. t'as raison, Eh ben là, t'as raison. pour leur mettre 4-0, faut être discipliné. C'est ça que je veux C'est dire. pas ce que j'ai Petit dit. stade, petit stade. Je pense qu'on a compris ce que vous vouliez dire, Non, monsieur. juste un- Monsieur, vas-y, mais je pense qu'on a compris. Et Non, j'ai et juste vous êtes dit même pas en qu'on- désaccord, je vous le dis. non, Vous êtes même pas en juste- désaccord. Je dis juste qu'on n'a pas eu justement l'opportunité de voir comment ils réairaient sous cette. ils ont- contre En tout une cas, belle dans ce run de défense. playoff, là où c'est vrai, c'est que Oui, ils ont toutes les roulé fins de sur tout le série étaient tellement à leur avantage qu'on ne sait pas réellement ce qu'ils ont dans le ventre Il y a quand pas- il y c'est aura ça une que je veux équipe de dire. leur niveau. Il n'y a pas eu assez de money time. Voilà, ça c'est vrai. Très bien. Petite stat sur les pertes de balles, Tom il nous l'a cherché, elle est intéressante. Regardez, entre les Knicks, les Spurs, les Cavs et le Thunder, regardez à droite, en fait les Knicks perdent 14,3 ballons, autant que OKC sur les finales de conférence, hein, ça c'est 17,3 pour les Cavs, et donc finalement il n'y a que 2 pertes de balles d'écart entre guillemets entre les Spurs et les Knicks. Voilà une petite information comme ci, comme ça. Je vous propose de continuer les clés, parce qu'il y a encore tellement de choses à raconter, et que vous avez senti comment on est bavard. On va continuer à l'être. Les clés, continuons. La bataille au rebond, on l'a beaucoup dit, dans la série de... Pour toi, ça. Oui, bien sûr, c'est la mienne, évidemment. Dans le basket, de toute façon, vous regardez la bataille au rebond, vous regardez l'adresse, vous regardez les pertes de balles, vous savez à peu près qui a gagné sans savoir le score. Dans la série OKC San Antonio, c'est une valeur sûre. Chaque équipe qui a gagné la bataille du rebond a gagné le match. Maintenant, je me pose la question contre d'autres joueurs. Mitchell Robinson est un monstre du rebond offensif, par exemple. Je suis curieux de voir Karl Anthony Towns face à Victor, parce que c'est ça, les 2-5 majeurs, les 2 match-up de base. D'ailleurs, on peut regarder les 5 majeurs, s'il te plaît, mon Tom. Comme ça, je fais une pierre de coups. Je vous pose la question, messieurs, et j'ai envie d'avoir votre analyse. Est-ce qu'on peut donner une tendance sur un avantage sur la bataille au rebond et sur la bataille même de l'intérieur au sens large? Très compliqué. Et je pense que ça va être très très serré. Parce que tu as raison de parler de Victor face à Karl Anthony Towns, mais ce sont les 2 équipes avec le plus d'arrière qui prennent de rebonds. Josh Hart, Michael Bridges, en face Castle, Vassell, Harper, ce sont des petits qui vont aussi beaucoup au rebond. Donc quelque part il va y avoir les grands qui vont se maillotcher entre eux, mais il va y avoir aussi beaucoup de petits qui rentrent pour le rebond. Donc je pense que vraiment la bataille du rebond, plus que jamais, peut-être encore plus que face à OKC, elle va être importante. Ouais, ça va être. on l'a déjà vu sur les 2 séries précédentes à l'Ouest. Hein. Ça accroche, ça tient. Il faut être un peu truqueur, il faut être malin, pas se faire attraper par l'arbitre. C'est la base quand même quand tu veux un peu tirer. Et là, des 2 côtés, en fait, ça envoie du bois. Ça s'échappe, Anunoby, Bridges, Hart. Très relou, je le sens bien. Aller provoquer énormément de fautes au rebond. Aller essayer d'aller un peu chercher Wemby aussi pour pourquoi pas lui faire faire des fautes. Ça va être une guerre, hein, honnêtement. Ça va être une des clés parce que un bon rebond aussi pris, ça permet de la relance. De courir. Ça permet d'avoir pourquoi pas des paniers faciles, de provoquer des fautes. C'est aussi ça le but. Quand tu as des rebonds compliqués, bah, tu peux pas vraiment relancer. En tout cas, les 2 équipes ont des armes pour je peux pas donner qui a l'avantage aujourd'hui au rebond. Est-ce qu'il y a une tendance? Il y a vraiment une tendance. Vous me dites dans le chat. Hein. Est-ce que c'est difficile, hein, c'est pour ça que je vous pose la question. Karl Anthony Towns, c'est le 2e rebondeur cette saison. Et Hart est un rebondeur incroyable. Un des meilleurs rebondeurs chez les arrières. Et en face, on l'a vu encore tous les playoffs avec les Spurs. Castle, Vassell, le nombre. Vassell, Champagny un petit peu. Champagny, Keldon Johnson sur le match 7, tous ont été capables de prendre au moins un rebond. Quand il y a un tir, tout le monde rentre. Donc très dur à contrôler. Et Castle, il est relou pour ça parce que vous savez, quand il y a une ISO,
Alors, nous, on adore ces joueurs-là parce que quand t'es le mec qui a la balle, entre il est guillemets, très il y fort a au toujours sol. un mec qui vient, qui coupe. Parfois, il va pas avoir la balle parce que tu l'as pas vu, tu joues, mais ça donne toujours un rebond offensif. S'il y a des mecs qui sont un petit peu en net comme ça sur les joueurs, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit ça va être une guerre. Ça va être incroyable, magnifique. honnêtement. Je pense qu'on va avoir des ralentis d'accrochage, de bagarre, ça va être Ça va exceptionnel. être passionnant. Je n'ouvre même pas la page de l'arbitrage. On en reparlera. On en reparlera s'il y a des choses à dire. Non, mais parce que je l'englobe dans tout ça. Tu vois Non, ce que je veux mais dire. dès qu'on ouvre la page de l'arbitrage, c'est bon. Là, C'est pour ça qu'on l'ouvre pas. Ouais, on l'ouvre Eh, pas, on l'ouvre on l'a pas. pas Je dis, vu je l'ouvre encore. pas. Il y va. T'as vu, t'as y aller, hein. Tu voulais parler du flopping peut-être de Non, Bronson à surtout venir pas. Clé suivante, on regarde ensemble dans ces grandes finales NBA qui commencent mercredi soir. C'est mercredi, vendredi, lundi, hein, l'enchaînement. On est chaud. Comment New York va défendre sur Victor Wembanyama? C'est l'une des grandes questions de cette série. Comment vont-ils commencer? Comment vont-ils poursuivre? Prise à deux, pas prise à deux, Erwan? Moi, j'ai envie de croire, même si Thomas semble pas OK avec ça. Et moi, je pense qu'Anunoby a le profil parfait pour commencer sur lui. Grand, solide, costaud, donc il pourra lutter sur les post-up, il pourra aller le chercher au large. Je reste persuadé que sur le début de série face à Minnesota, Julius Randle fait plutôt du bon boulot. Après, il disparaît complètement, parce que j'ai l'impression qu'on y laisse de la gomme à défendre sur Victor. Mais je pense que Anunoby a plutôt le bon profil. Karl Anthony Towns sur du 1 contre 1 du Bunyabun, j'ai du mal à y croire. Et derrière, je vois plutôt un Mitchell Robinson qui est plutôt assez mobile aussi pour aller embêter Victor. Après, Mitchell Robinson sur du 1 contre 1 pur avec Victor, il est assez naïf, il mord beaucoup aux feintes. Il y a moins qui prennent aussi beaucoup de fautes. Donc voilà comment je vois les choses. Je vois surtout Anunoby s'en charger, mais si Anunoby s'en charge beaucoup en défense, c'est-à-dire qu'il faudra compenser aussi son apport offensif de l'autre côté. Ouais, sur ça, t'as raison. C'est le meilleur profil côté Knicks pour s'en occuper. Après, j'aime beaucoup la progression au fil des séries de Victor sur des situations comme ça, sur des ISO. On l'a assez peu vu contre Portland, un peu plus contre Minnesota. Sur la fin de série contre OKC, il commence à avoir un peu plus d'ISO à 45, bien sûr, se rapprocher au maximum du cercle. Il a bien progressé, il prend plus son temps, il est plus serein en tout cas dans ses décisions. Autour, ça bouge aussi. Il provoque... Il vend un peu plus les fautes, ce qu'il ne faisait pas du tout avant. Il va tu sais, exploser au contact. On l'a vu sur Jalen Williams. C'est important parce qu'au bout d'un moment, il faut aller sur la ligne. Il faut aussi donner à ton défenseur des fautes pour qu'il commence à enlever les mains. Donc oui, c'est le profil idéal. Après, il y a du monde autour quoi, de Victor. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas le trapper, tu le laisses. Je pense que c'est aussi Trapper, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on dit depuis le début. Sur qui tu fais l'impasse aux Spurs? C'est ça. Sur qui non, tu mais fais trapper, c'est agresser vraiment pour le faire reculer. C'est laisser la passe à l'opposé pour avoir le temps de recouvrir. Non, c'est pas laisser un shoot ouvert. Je suis allé regarder les matchs, du coup, évidemment, la NBA Cup, il est sous limitation de minutes. Donc c'est Luke Cornette qui est là. Il y a des affrontements Karl Anthony Towns face à Victor Wembanyama. Dans le match du 31 décembre où Victor est là, pour le coup, il y a des blessés. Il y a Mo Diawara qui était dans le 5 majeur. Mais OG Anunoby commence sur lui. De l'autre côté, par exemple, Victor commence sur OG loin sur Mo Diawara loin. Et c'est Harrison Barnes qui défend sur Karl Anthony Towns. Il met des filoches, non, Diawara même. Et il met des filoches parce qu'il est un peu à la Caruso. Il a des tirs ouverts et il arrive à mettre dedans. Il est très très fort. Donc voilà, dans la perception, Victor Wembanyama normalement devrait être défendu dans un premier temps par OG Anunoby. T'as le droit aussi de responsabiliser Karl Anthony Towns parce que je trouve que c'est moi dans termes de message je veux dire pas assez malin. Peut-être, mais c'est un chouette coach. C'est, mec, là c'est le duel d'une vie, c'est tes premières finales NBA, mec. Vas-y, à fond, on est derrière toi, va te battre, régale-moi, et puis on changera. On rappelle qu'OKC, entre le premier match et le suite de la série, n'a pas du tout défendu de la même manière sur Victor Wembanyama. Donc les séries sont longues. Ils ont commencé petit où Hartenstein ne joue quasiment pas. Et derrière, il finit quasiment avec Hartenstein et Jalen Williams à la fin. Donc il lui met un pivot costaud. Ils ont changé en cours de série. Voilà, ils ont défendu le match de 2. Hartenstein a défendu d'une autre manière. Oui, en street, en jouant très dur. En manière, il nous a régalé. Mais donc peut-être que c'est ça aussi. Voilà, le duel. Il n'y a rien de mieux que quand ton coach te dit mec, non, crois en toi. Tout le monde dit que t'es un défenseur. Au mieux, médiocre, montre aux yeux du monde la finale NBA. C'est pas un échappé. Non, mais il y a être échappé, il y a être moins fort aussi. Il peut se brûler les ailes, quoi. Tu vois, Chet, il défend pas sur Victor parce qu'il est moins fort. Après, encore une fois, c'est aussi prendre un risque de mettre Karl Anthony Towns sur Victor parce que tu t'exposes à prendre des fautes et on l'a dit au début de la vidéo, l'importance désormais de Karl Anthony Towns dans le jeu d'attaque, dans la fluidité, sur sa qualité de passe et ses lectures, c'est compliqué. C'est pas Draymond Green non plus, Karl Anthony Towns, pour le coup. Dont on est incertain. Est-ce que tu peux te permettre d'un Towns qui prend des fautes rapidement? Ça, c'est sûr que c'est le vrai enjeu. Vaut mieux planquer le gars plutôt que. Parce que Towns, il prend des fautes dès le début, leur attaque, elle. Naturellement. On va retomber sur du Branson qui Je pense qu'ils vont aller chercher en ISO d'entrée, franchement, sur des post-up.
C'est pour ça qu'il c'est faut ce pas qu'il a qu'il fait soit sur les derniers Victor. matchs, C'est Victor. pour ça qu'il faut pas qu'il soit sur Victor dès le début du match. Je vous propose d'accueillir notre premier auditeur de la soirée. Il Ah. fait très très chaud, c'est aussi pour ça qu'on évite de mettre les casques depuis tout à l'heure. Voilà. C'est Kevin qui nous a appelé et qui va donc discuter avec nous de cette finale NBA qui commence mercredi soir. Salut Kevin. Salut les gars, et big up à Erwan, forcément fan des Knicks, on est là, on souffrait pour l'OM, mais on est là frérot, Voilà, on est là. il y a toujours de l'espoir quelque part, mon ami. Exactement, c'est ça qui régale. Surtout loin du Vélodrome. Alors, cher Kevin, tu vas répondre à cette question et ensuite tu nous donneras ton prono et ensuite on enchaînera sur chaque question plusieurs auditeurs. Kevin, alors comment tes Knicks visiblement, vont essayer de défendre sur Victor? Bah déjà, vous en avez pas mal parlé, je trouve que Mitchell Robinson, on n'en a pas assez parlé. Le match du 31 et chaque confrontation qu'on avait avec Mitchell Robinson, il a fait des sacrés matchs sur Victor. Donc bien sûr, on va jamais arrêter Victor, mais je trouve qu'on a peut-être la meilleure arme de toute la NBA qui va vous donner des fautes, il est là pour ça. Donc franchement, Mitchell Robinson avec OG et Karl Anthony Towns qui, mine de rien sur ses playoffs, c'est pas un grand défenseur, on est d'accord, mais il a montré des progrès, il a montré de l'envie. Je trouve que vraiment, avec ces trois mecs-là, Victor est pas prêt pour la guerre que les Knicks vont lui donner également. Question, c'est ce que messieurs. vous en pensez par rapport à Mitchell Robinson, surtout. Question, messieurs. On ne l'a pas cité son nom, mais il y a un joueur qui a une chance, qui a 100% de chance d'être champion NBA, c'est Jeremy Sohan, qui est l'un des meilleurs amis de Victor Wembanyama. Est-ce qu'on peut imaginer que Jeremy Sohan ait des minutes parce qu'il connaît par cœur ce bon vieux Victor? Est-ce que c'est envisageable? Alors, c'est envisageable dans le cas où Victor est dans un soir intenable, que tu lui mets Anunoby, il le fournit. Tu mets Mitchell Robinson, il le fournit. Tu mets Katz, il le fournit. Et qu'en plus de ça, il leur provoque des fautes et qu'à un moment donné, il n'y a plus de solution autour de Victor. Tu te retournes, tu fais bon, c'est plus le basket qui compte. On va lui envoyer son poteau. Ils vont faire une biombo. Voilà. On envoie son pote qui le connaît, il va peut-être lui parler, il va peut-être se permettre des choses que d'autres ne se permettent pas. Mais honnêtement, aujourd'hui. C'est pas le basket là que tu me mets en avant là. Mais c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit. Après, Jérémy Sohan, il est arrivé, on se disait, tiens, pourquoi pas? Bon, en fait, il joue pas du tout. Donc voilà, à part cette situation-là assez incroyable, j'imagine pas Jérémy Sohan être missionné sur Victor. Ouais, écoute, oui, je pense que tu as tout dit. Ça pourrait arriver parce qu'il le connaît, parce qu'il a aussi ce profil plutôt grand, assez athlétique, dur. Il a côtoyé plus d'une fois à l'entraînement, il le connaît parfaitement, même si Victor évolue tellement vite finalement. Est-ce qu'il le connaît vraiment? Est-ce qu'il connaît le Victor d'il y a 6 mois? N'est pas le Victor de maintenant. Donc après, c'est une possibilité en cas de problème de faute. Il a en tout cas physiquement le profil pour. Les Knicks ont signé Steve Oyufat d'ailleurs parce qu'il connaît très très bien. On va essayer de défendre sur lui. Notre Guyana favori. Je peux te dire toujours capable de. Je peux te dire que si c'est Steve Oyufat qui va défendre sur Victor, il va craindre la dureté. Attention au coup de pied sauté de Steve. Attention là, à mon Guyanais sûr, très dur. On embrasse bien sûr Steve Oyufat. Il joue en N2 cette année encore. Oui, tout à fait. Juin. Il n'a rien lâché. Il est là, mon Steve. Kevin, donne-nous un prono. Ouais, ben moi. Ah non, réponds à la question les gars, et donne-nous un parce prono. que, en plus, vous en avez pas parlé, et moi, s'il y a quelqu'un sur qui j'aimerais qu'on parle, c'est Mike Brown. Sincèrement, je suis les mecs, ils arrivent en slibard dans ton salon. Il y a un conducteur, il y a point par point, l'autre il arrive. Oh, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'OM Bruges. 3-0, c'est pas normal. Attends, frérot. Non, en vrai, Marseillais, il fait OM Milan. Et 93 direct, il s'emmerde pas. Kevin, vas-y, t'es chez toi. Dis-nous quel est ton avis sur Mike Brown et on le met dans la petite boîte du lundi soir et on réouvrira le débat un petit peu tout à l'heure. Vas-y, parce que t'es trop chaud. Bah, c'est gentil. Ben justement, parce que je pense, comme beaucoup, quand il a signé, j'étais pas content. J'avais rien envisagé de bon avec cette arrivée de Mike Brown. Sincèrement, pendant toute la saison, il nous a pas spécialement rassurés. Il faut dire que depuis le Game 4 contre les Hawks, il a fait que des ajustements de chef qui ont changé les séries, qui ont changé les matchs. Parce que si vous vous souvenez, le Game 1 aussi contre les Cavs, en dehors bien sûr de la suradresse de Brunson, etc., on a quand même une équipe qui rejoue poste haut avec 4, etc., ce qui a très bien fonctionné contre les Hawks. On voit qu'en face, il y a une zone, il met Jarrett Allen en mode c'est terminé vos histoires de poste haut, je fais des cuts. Il s'est ajusté, dernier quart-temps, il a arrêté avec Josh Hart, il met Shamet, et à partir de là, ils peuvent plus jouer comme ça. Et je trouve qu'il s'est adapté à chaque tour de play-off. Donc attention à la petite surprise du chef, Mike Brown sur Victor aussi. Kevin, garde la main, Kevin. Donne-moi ton prono. 4 de Knicks. 4 de Knicks pour Kevin. Je note sur mon cahier imaginaire. Donc victoire des Knicks sur le parquet de San Antonio lors du match 6. Merci Kevin de nous avoir appelé. Bravo Kevin, bon jus, bon prono. Je pense que je vais aller allumer la clim, j'arrive. Comme ça, dans le même temps. Oui, vas-y Kevin, vas-y. Vas-y, on t'écoute.
je relance pas un débat, mais juste tout à l'heure, parce que vous avez attaqué Erwan comme ça. Je tiens juste à préciser que Brunson est certainement le meilleur joueur dans le money time qui existe de cette foutue NBA. Vous en faites pas pour la pression. Ne vous en faites pas. Bravo Kevin, merci à toi, t'es le meilleur. Tu es de Marseille, Kevin? Non, mais on n'a pas le sang. Non, ça n'a pas le Et temps. appelez-vous les Marseillais, on s'en fout qu'il est de Marseille, pas de Marseille, on s'en fout. T'as des pubs à envoyer ou quoi? Ouais, il est 21h04, et après il y a un bilan d'OKC, on peut pas le faire en 7 minutes. Tu veux gâcher une vidéo, C'est toi? un bilan sanguin qu'on va faire d'OKC. Et il sera mauvais, très mauvais. T'es d'où? T'es de Marseille ou pas? Bah à côté, il doit connaître Septem Cabriès, tout ça, il doit connaître. Ah, bah oui, J'étais à Jamoula au collège, frérot, moi. Allez. Et on en prend une petite couche. On présente Cabri quand même. Ah oui, c'était Taurine 2 à l'époque. Belle salle, Cabriès Calas, beau parquet. C'est vrai, on a que ça, mais on a ça. Merci Kevin de nous avoir appelé. Kevin. Excellent. Allez, merci à vous les gars, vous régalez, merci les gars. Merci. Appelez-nous si vous voulez continuer à analyser cette finale NBA. On enchaîne avec les suivantes, on enchaîne, vas-y, Tom Ciaravino. Jalen Brunson va-t-il rayonner? On y est, on a parlé de la défense des Knicks et c'est normal. Parlons de l'attaque des Knicks et du rôle du meilleur joueur de New York, le meilleur joueur de l'ère moderne, on peut dire. Comment tu envisages cette série Erwan pour Jalen Brunson? Va-t-il rayonner? Il va rayonner, j'ai envie de croire qu'il va rayonner, mais il va falloir le protéger. Il va falloir que lui se protège quelque part, notamment, je pense, sur les montées de balles. Il va clairement être défendu par Stephen Castle. Quand on voit ce que Stephen Castle a fait à Shai Gilgeous-Alexander, ce que Shai Gilgeous-Alexander a été obligé de faire pour marquer des points, Jalen Brunson, qui est plus petit que Stephen Castle, je pense que tous ces petits tirs après 5, 6, 7 dribbles sur Stephen Castle, très dangereux. Donc j'espère que là-dessus, et il en parlait Kevin juste avant, les Knicks vont s'adapter, il va plus bénéficier de sorties d'écran, qu'on va plus faire défendre Castle. Dans les écrans, c'est compliqué. Quand tu sors des écrans, bim, que t'es touché, ça t'use un petit peu plus. Parce que je pense que dans le dribble, sur le 1 contre 1, Stephen Castle aujourd'hui, c'est pas la meilleure idée de le jouer de manière directe. Donc j'aimerais bien qu'on aille que Brunson sorte un peu plus des écrans comme un deuxième arrière et qu'après, il puisse attaquer Stephen Castle. Les stats de Jalen Brunson, Tom Ciaravino, les stats de Jalen Brunson, s'il te plaît, sur ses finales de conf, il a été élu évidemment joueur MVP des finales de conf, le trophée Larry Bird, 25 points, 7,8 passes, 48% au tir, 18% à 3 points. On vous rappelle que sur les 3 matchs de saison régulière de NBA Cup, il était à 26 points face aux Spurs, et Tom Ciaravino voulait absolument que je le dise. Je vous rappelle, écoute ça, regarde, le mec me dit ça dans l'oreille à Erwan, je sais pas avec qui on bosse. Je vous rappelle quand même que, attention, le record de points de Jalen Brunson, c'était 61 contre les Spurs. C'est vrai. Voilà. Il voulait absolument que je le dise. C'était il y a 2 ans. Il n'y avait pas Stephen Castle et il n'y avait pas Jalen Harper. C'est bien. Ça, je rigole. Ah là là, il le prend mal. Je rigole. Va-t-il rayonner, Jalen Brunson, face à la défense des Spurs? Écoute, c'est le plus gros défi de sa carrière, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup l'ont sous-estimé depuis le début, notamment même avec sa réussite aux Knicks. Beaucoup ont peut-être dit que tu pouvais pas gagner avec Jalen Brunson en option numéro 1. Il est en train de faire fermer des bouches, comme d'habitude, tu me diras. Après, c'est un joueur qui aime les défis, qui est très très malin, qui sait très bien vendre les contacts. Attention, il va provoquer des fautes aussi. Il peut mettre en danger très rapidement un Castle qui est parfois gourmand, même s'il était beaucoup plus malin sur la fin de série contre OKC. Là, c'est la meilleure défense qu'il va affronter sur ce run de playoff. Parle-moi de l'utilisation, justement, que lui qui porte beaucoup la balle, là, il va avoir l'un ou le meilleur défenseur sur l'homme de ces playoffs-là, sur les postes arrière. Il peut, mais il va s'épuiser en fait. Au bout d'un moment, il va pas pouvoir enchaîner tous les matchs comme ça. Il va falloir le soulager avec des pics aussi, pourquoi pas, sur les montées de balles, essayer de peut-être faire monter la balle par des Josh Hart, par d'autres personnes, mais qui vont aussi subir la pression de Harper, de Fox. Donc il est là le défi de la défense des Spurs pour les Knicks, mais il a beaucoup de choses en magasin, il aime les défis, il est clutch. Je pense qu'on va avoir droit à un énorme duel. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le choix de coaching, est-ce que tu le prends un contre un d'entrée ou tu mets au défi Castle, par exemple, ou est-ce que tu fais comme contre OKC, tu vas tout de suite le trapper pour l'obliger à lâcher la balle et Josh Hart fera le rôle de Caruso, quoi. Moi, je trouve vraiment que ce qu'ils ont réussi à réaliser face à OKC, en fait, il n'y a aucune raison de changer ce que tu vas faire avec Jalen Brunson. Un meneur de jeu, scoreur extraordinaire, un mec qu'on aime voir en poste de beaucoup plus parce qu'il y avait moins de force peut-être autour. Non, je pense qu'il n'y avait pas Jalen Williams. Non, parce qu'au début, ils se sont dit, on va faire des prises à deux incessantes, ça a marché un match, moins au deuxième match, et puis au bout d'un moment, ils ont dit, mais mec, on se fait confiance.
on se fait confiance. En fait, on a des gars qui sont tellement forts défensivement et Stephen Castle est juste l'un des meilleurs arrière défenseurs. J'ai envie de te dire depuis Drew Holiday, je les mets tout en haut. Quand il faut mettre des pressions et tenir des duels, ils ont déjà le mec idoine. Ils ont même pas besoin de réfléchir. Après, évidemment que le basket c'est une science collective. Donc le but c'est comment tu fais pour limiter ces zones de préférence. C'est exactement les mêmes que chez Gilgeous-Alexander. Et il est plus petit, Jalen Brunson. Il est plus petit, mais mais c'est pas dérangeant. Franchement, c'est pas dur. Il est plus petit, il a mais shoot je veux dire, rapide, c'est un mec qui met 27 points par match, c'est un gars qu'on voit rayonner en playoff tout le temps. Sa taille n'a pas changé depuis quelques semaines, tu vois ce que je veux dire. Non, je voulais sur le fait des défis 1 contre 1, c'est pas seulement un défi en mode quand on joue dehors, je vais t'arrêter. En fait, si tu le laisses en contre 1, tu l'envoies aussi dans des zones où tu as peut-être un tel à droite avec un moins. Tu vas l'envoyer par exemple du côté du défenseur de Josh Hart qui plus susceptible de venir aider et de lâcher Josh Hart. Il y a plein de subtilités comme ça, c'est l'envoyer dans des zones où l'aide peut venir plus facilement, c'est aussi ça. Et ce qu'on a vu contre Casey, franchement, on l'a vu sur toute la série, et même dans un match où il met 35, finalement, il n'avait pas le coffre pour... malheureusement, il met des shoots. Là, de revoir le match, franchement, il met au moins 6 ou 7 tirs. Je les envoie, il le paye dans le dernier Mais quart-temps. ce qui va être très intéressant dans ces finales-là et dans le premier match, c'est la surpression de Stephen Castle. Est-ce qu'il va se compliquer la tâche parce qu'il va faire des fautes, parce que c'est un malin Jalen Brunson, tu l'as dit, ou est-ce que finalement Jalen Brunson va s'épuiser à vouloir entrer dans un défi de drill et que quelque part la pression défensive de Castle va prendre le dessus. Ça va être l'une des clés passionnantes de ces débuts de match. C'est là où on va rentrer dans ce dont parlait Thomas tout à l'heure, la discipline, ça va être aussi lorsqu'il sera bien défendu, parce qu'il y aura des actions où il sera bien défendu. Qu'est-ce que me donne l'arbitrage? L'arbitrage, et qu'est-ce que je fais aussi voilà, je suis en surpression, tac, je touche à fait l'arbitre ici. Bon, ça bien sûr. Mais même si je suis frustré, tu vois, est-ce que je rentre dans du bully? Il va chercher les épaules, l'enfoiré, à chaque fois. T'es un peu en retard, le moindre coup, ok, merci, allez. La fin du sourcil, on le connaît celui-là. Il est terrible, il va agacer des gens, on va avoir encore un sujet, je sens. Bon, alors c'est quoi votre tendance? Est-ce qu'il va rayonner? Est-ce qu'il va être... Pour moi, rayonner, ça veut dire, évidemment, tu fais gagner ton équipe. S'il rayonne, ils auront une chance. S'il ne rayonne pas... Est-ce que a rayonné pour toi? Pas toujours, pas assez. Et c'est pour ça qu'ils perdent, alors qu'ils rayonnent dans le match 7. Tu as dit un truc tellement intéressant, c'est certainement le challenge de sa vie, de sa carrière pour l'instant. Maintenant, depuis qu'il est au Knicks et qu'il a les rênes des Knicks, quand est-ce que Jalen Brunson est passé au travers d'une série? Jamais, c'est jamais de son fait si tu perds. Alors, ça l'est parce qu'il portait parfois trop la balle. Ouais, mais c'est un système. C'est un système qui était comme ça. Mais quand est-ce qu'il fait 2 tirs dans un match important? Non, mais c'est pas Chet Holmgren, c'est ça que je veux dire. C'est pas un échappé. Donc en fait, Jalen Brunson est toujours au rendez-vous. Donc, mais en même temps, Stephen Castle, il vient de contrarier le double MVP. Et ça, on n'avait pas l'habitude de le voir du côté de Shea. Donc la question, elle se pose combien de fois Shea est passé à côté de sa série, à part les Spurs. Combien de fois on l'a vu? En tout cas, depuis 2 ans, depuis le run. Alors, il y a la série contre les Mavs où autour de lui, ils n'ont pas réussi à mettre dedans. C'était à 2 ans maintenant. L'année dernière, il était magnifique. Là, il était très très bon, même si moins bon que pendant la saison régulière. Là, sur la finale de conférence, il y a 2 matchs sous les 20 points. Rien que ça pour lui, c'est quand même un truc de fou. Surtout. Ouais, mais aujourd'hui, on en revient à la même chose, le même débat. Qui tu cibles chez les Spurs? Qui tu vas chercher sur les mismatchs? Écoute, on verra. En tout cas, en l'état, personne. Julian Champagny était dans tous les switches dans la fin de match. Il a tenu. En plus, j'adore les gars parce que tu sais, ils sont là. Tu essaies de prendre l'avantage et le gars tu le prends à la hanche mais t'es comme ça, il n'y a pas faute. Tu sais, t'as un peu la haine. Bon après ils sont tellement forts. Ça va être génial cette série. Ça va être génial. Clé suivante, chers amis, et je crois qu'on a un auditeur qui va nous appeler dans un instant, mais je vais quand même vous donner la clé pour poursuivre cette analyse magnifique de cette finale NBA. Avant de rentrer dans les cas par cas, est-ce que l'avantage du terrain est un véritable atout dans cette série? On rappelle donc les premiers matchs sont à San Antonio et l'éventuel match 7 est aussi dans le Texas. Alors pour New York, oui, pas pour les Spurs. Les Spurs ont montré qu'ils pouvaient les gagner dans n'importe quelle salle pour moi. Mais pour New York, je pense que l'avantage du terrain est primordial. Ils ne doivent pas perdre à domicile. Ça, c'est ma tech côté Knicks. Maintenant, je te dis, moi, ma théorie, c'est que sur les deux premiers matchs, New York n'en prend pas un aux Spurs, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué de revenir au Garden. Certes, le Garden, ça va être la folie, mais venir au Garden mener 2-0, déjà, il y aura une vraie tendance pour les Spurs. Si New York arrive à en prendre un sur les 2 premiers, attention là, il y a Maltempo. L'avantage, bien sûr, c'est toujours bien de l'avoir, ça te donne la confiance, mais après, finalement, sur une série de 7, c'est qu'un seul match de plus que tu joueras à l'extérieur. Donc, on a vu que souvent, ça en prenait un sur les 2 à l'extérieur, ensuite, l'équipe rattrapait sur les 2 après à l'extérieur. Je sais pas, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Ils ont montré les Spurs qu'ils étaient capables d'aller gagner à l'extérieur. Et je reste sur ce que je dis depuis Thomas, je sais que je reste sur ce que j'ai dit depuis le début de l'émission. Je m'y tiens. Je ne sais pas encore véritablement quel est le potentiel de ces Knicks. Je vais le découvrir sur cette série. Intéressant. Alors,
On enchaîne. Si Tom, tu as quelqu'un à nous faire passer, il est le bienvenu, sans problème. Il y a plein de petites questions dans cette série qu'on va continuer à se poser. On a fait le tour des grandes clés, bien sûr, mais il n'empêche qu'il y a des match-up, des matchs dans le match, comme on aime bien dire. Il y a une question qui me taraude et j'aimerais bien avoir votre réponse. Alors évidemment, Victor Wembanyama semble être le meilleur joueur de la série. Maintenant, il n'y a pas de doute. Jalen Brunson semble être le meilleur joueur des Knicks. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Déjà, si on prend le ranking du MVP, c'est lui, Oui. sur tous les joueurs qui seront sur le terrain, c'est lui le plus haut. Comme tu fais le malin, d'après toi, quel est le deuxième meilleur joueur de cette série? Oh, c'est Jalen Brunson. Non, le deuxième meilleur dans l'équipe. Genre, Tu l'as, ça y est, tu l'as, tu vois. Bon, enfin, la question n'était pas très bien posée, mais. Quel est le deuxième meilleur joueur de cette série? Évidemment, on les prend pas en ranking, on a deux stars, dans les deuxièmes options. Et là, tu vas voir, c'est intéressant. Alors, on me dit LeBron James, vraiment, il est très en verve. Il a bien fait de rester dormir ce matin chez lui. Moi, j'ai envie de dire Stephen Castle. Intéressant. Parce que, et là je vais un peu aller du côté de Thomas, parce que les combats qu'ont eu à mener les Spurs ont été pour moi d'une intensité, d'une incertitude beaucoup plus prononcée que pour les Knicks. Et Stephen Castle a quand même été souvent une bascule pour ces Spurs dans ces grands matchs qui ont été des grands combats. Donc je vais quand même dire Stephen Castle. Après, beaucoup de crédit à ce que fait Karl Anthony Towns. Point. À toi, tu m'as dit la même chose. Moi, tu m'as demandé à l'émission, je t'ai dit Castle aussi, parce que les défis qu'il a envoyés, Anthony Edwards, ça a commencé chez ensuite. Et puis il est tellement complet en fait, je trouve, dans l'activité. Il va au rebond, il défend, il est en première ligne. Tu sais, on dit souvent que c'est important, la première ligne défensive dans l'équipe. C'est lui qui montre l'exemple. Quand toi t'es comme ça, t'attends dans le corner, tu le vois ton meneur en train de défendre. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il est exemplaire. Alors oui, il perd des ballons, oui, parfois il fait des trucs qui rendent un peu fou, mais il envoie un impact physique. Il y a des moments où c'est difficile pour les Spurs. Il est capable d'aller chercher des petits shoots, tu sais, à mes-distances, petits coups d'épaule. Ou à 3 points. Il fait tellement de choses que oui, aujourd'hui, pour moi, clairement, là, ce qu'il a montré, c'est... Castle, c'est fantastique. On pourra parler peut-être à la fin de son classement parmi les meilleurs meneurs de la ligue. On n'en est pas encore là, mais il a. On a le droit d'aller jeter un petit coup d'œil sur les stats d'Anunoby pendant les playoffs. Alors je sais qu'il joue contre la Punch. Il a été blessé aussi. Et il avait James Harden dessus, donc. Non mais. En pensant que tu défends tout le monde, James Harden. C'est peut-être ça le problème du Cleveland. Mais en même temps, il défend sur tout le monde et personne à la fois. Moi, tu vois, quand on me posait la question, j'avais une vraie tendance à dire Karl Anthony Towns. Alors pour l'ensemble de son œuvre, évidemment, avec tout ce qu'il a été capable de faire dans sa carrière, son expérience aussi, le fait que, contrairement à beaucoup d'autres mecs dans la série, c'est le seul qui à un moment donné a été numéro 1 d'une équipe. Et je trouve que dans une finale NBA, ça place le curseur très haut en termes d'attente que j'ai vis-à-vis de ce joueur-là. Et je me disais un autre truc, c'est que si les Knicks veulent avoir une chance, il faut absolument que Towns soit le deuxième meilleur joueur. Ah, alors là, tu vois, non mais c'est pas la même question. Là, tu ouvres un débat. Tout à fait. Là, tu ouvres un débat. On a beaucoup parlé du rôle de Karl Anthony Towns, et c'est vrai que dans ce rôle de guilleur du ciel, dans la qualité de passe où il implique tout le monde. Maintenant, tu joues les Spurs, et les Spurs, il y a Victor Wembanyama. Tu es obligé de t'adapter à Victor Wembanyama quoi qu'il arrive. Et on l'a vu un peu avec OKC quelque part. Quand tu mets à l'opposé, quand tu es à droite à l'opposé, tu leur poses des problèmes. Ça veut dire que Victor, il est obligé de faire un choix. Où il sort, et du coup la raquette se libère, et on sait qu'il y a beaucoup de slashers côté Knicks. Ou alors, Victor reste dans la raquette pour le contrer, et à l'opposé, tu sanctionnes. Il va falloir que Karl Anthony Towns garde ses pourcentages à 48%, mais il va falloir qu'il shoote beaucoup plus à 3 points. L'adresse de Karl Anthony Towns, loin de Victor, et c'est ce qu'on fait au KC, jouer tout le temps à l'opposé de Victor pour qu'il soit pas au contre. Et là, il va falloir sanctionner à 3 points. Et le meilleur shooter, le plus régulier à 3 points de cette équipe-là, c'est Karl Anthony Towns. Mais Karl Anthony Towns ne nous a pas dit il y a quelques années je suis le meilleur grand shooter. On s'est tous dit, frérot, il y a un gars qui s'appelle Dirk Nowitzki qui a gagné des titres, qui est MVP. Maltiempo. Montre-nous que t'es le meilleur shooter en fait. Parce que moi je te rejoins. Très mal utilisé Maltiempo. Ouais. Cachou, tu peux dire Cachou, attention. Maltiempo. C'est à cause de Jean-Baptiste Pocola aussi que j'ai pensé à ça. Mais en fait, en termes de stratégie, ça va être ultra important qu'ils tirent 5, 6, 7 fois par match et qu'ils mettent la moitié de ses tirs à 3 points. En fait, stratégiquement, c'est primordial pour les Knicks. Forcément, oui, il va falloir qu'ils sanctionnent en tout cas les prises à deux, les aides défensives, les retards défensifs. On peut penser que je pense que Josh Hart ne va pas rester justement dès que il va donner des coupes près du panier pour justement laisser l'écart.
Et donc là, il va falloir prendre les bonnes décisions. Après, on sait qu'ils recouvrent très très vite les Spurs. C'est pas non plus des mecs qui trappent et qui oublient, qui disent on verra si ça shoot. Ils sont très forts sur les comment on peut dire ça, sur les retours, en Les tout cas, rotations. des rotations défensives, sur recouvrir très rapidement les close-out. Ils sont très organisés, donc ça va être un défi. La bonne solution aussi, à essayer d'aller un peu près du cercle pour Towns. Il faut pas qu'il tombe juste dans le tir à 3 points, mais clairement, ça va être une des clés. Il va falloir que Towns se mette dedans. Le problème, c'est que si Towns à l'opposé de Victor, quand Victor sera dans un entre-deux, Oui, il ça en met va, un ou deux. il y aura la Victor, rotation. Ouais, mais d'accord, certes, même à la rotation, tu peux pas défendre T'es tout seul, Et au bout d'un surtout, moment, on sait que oui. les George Charge, que les Michael Bridges, par leur coupe, dans leur jeu sans ballon, au bout d'un moment, ça risque d'être. Si t'es obligé d'avoir un œil sur un mec qui vient d'en mettre 2 d'affilée, à 3 points, eh ben derrière, ils vont avoir d'autres choses, par Hart et Bridges. Je trouve que l'adresse de Karl Anthony Towns peut changer beaucoup de choses, peut causer beaucoup de problèmes aux Spurs. Alors hier à Tom, c'est vrai que tout à l'heure je disais Towns était le seul à avoir été numéro 1 d'une équipe. Il y a quand même De'Aaron Fox, donc je m'excuse. C'est vrai. Voilà, mais plein d'excuses. Voilà. Non mais c'est important de le redire. Il y a Kevin, un autre Kevin qui nous a appelé les gars pour discuter avec nous. Il va tenter aussi d'y répondre. Puis après, on va évidemment parler de Victor Wembanyama un peu. On n'en parle jamais, donc on va faire un effort. Est-ce que Kevin nous entend? Kevin number 2. Yo la team. Ça va? Salut Kevin. Ça va les gars? Ouais, tranquillou. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Tu viens Eh bien. d'où? Tout ça quoi. Moi je viens du Var. On est très dans le Ça sud dépend, aujourd'hui. Très bien. Et donc dans le Var, on est pour quelle équipe? Dans le Var, plus Spurs. D'accord. Je crois que c'était le RCT, mais après, bon, chacun ses choix. Bon alors, comment tu vois... c'était quoi la question qu'on a posée? Ah oui, quel est le deuxième meilleur joueur de hors Brunson, bien sûr, et Victor Wembanyama? Quel est le deuxième meilleur joueur d'après toi dans cette série? Après Brunson et Wembanyama. Quel est le meilleur lieutenant? On va bien. Quel est le Je sais pas si troisième? c'est pas vraiment lieutenant, on va mais bien- oui. Le meilleur lieutenant. Quel est le meilleur numéro 2? Quel Voilà, est le c'est meilleur ça. numéro 2 dans cette série? Voilà, on va bien la poser Voilà, la question. c'est ça, c'est le numéro 2 Voilà. que je voulais dire. Ouais, c'est- D'ailleurs, c'est ce que j'avais écrit. Hein. Merci, Rowan. Pour moi c'est Castle. On est tous dans Parce le temps. que Castle, il peut vraiment impacter et être élite ou presque des deux côtés. Là où un 4 par exemple, il est quand même, et il a montré par le passé plusieurs fois, qu'il est quand même très exploitable en défense. Mais malgré qu'il apporte beaucoup en attaque. Après, défensivement, je trouve que sur ces playoffs-là, il fait quand même les efforts, il prend quand même beaucoup de rebonds, il est pas toujours adroit défensivement, je sais pas si on peut dire ça comme ça, tu vois, mais en tout cas, il a une attitude, il est quand même grand, il gêne, donc je pense et puis il est dans le projet sur ces playoffs-là défensivement, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, Thomas Laroukis, il est quand même, ouais, mais des fois on l'a vu défensivement quand même, des fois on se dit ah ouais t'abuses sur des close-out, vraiment laisser passer les mecs, faire le toréador. Là cette saison en playoff on le voit pas faire ça, donc il aura toujours ses limites défensives notamment sur la latéralité. Mais je trouve que quand même il est quand même impliqué. C'est plus un mec, c'est pas James Harden que tu joues 6 fois d'affilée en 1 contre 1 sur une fin de match. Kevin, il paraît que tu nous as appelé pour un sujet très intéressant. Est-ce que tu peux nous énoncer ce que tu avais dans la tête? Ouais. En fait, je pense que qui va désavantager les Knicks à certains moments du match va avantager les Spurs de l'autre côté. C'est qu'en fait, on sait, avec tout le respect que j'ai pour les Cavs et les Sixers, les Spurs, ils vont pas laisser jouer les Knicks comme ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont des avions de chasse, notamment à l'extérieur. Ils vont monter haut sur les mecs, ils vont les prendre tôt, ils vont les bumper, ils vont venir couper les lignes de passe. Et il y a des possessions qui vont devoir se jouer sur du buni à buni. Genre l'attaque elle s'enraye, tu te retrouves, il reste 10 secondes, ça va devoir se finir en 1 contre 1. Le problème c'est que quand tu es les Knicks, qui tu peux cibler dans la défense des Spurs? Qui tu peux dire ah bah là c'est la merde, on se débrouille pour que Bronson qui va jouer 90% de ces situations, qui il attaque? C'est intéressant ce que tu dis, du coup, si je résume bien. Donc les Knicks, c'est des avions de chasse. En face, j'ai l'impression qu'ils jouent une équipe de N3. Les Spurs, ouais, c'est des avions de chasse. J'ai l'impression qu'en face, ils jouent quand même une équipe de N3 qui joue le maintien en Vendée. Bon, bref. Mais moi, je pense que athlétiquement, les Knicks sont une équipe très solide. Donc là, tu es en train de me dire que, et c'est vrai, ils vont mettre une surpression, être overplay tout le temps, mettre la pression sur la balle. Et derrière, Thomas Laroukis me dit qu'ils seront dans toutes les rotations. Mais ça, ce basket, il n'existe pas, les gars, je vous le dis direct. Hein. Là, on est dans l'utopie pour moi complète. Non, pour moi, on est dans l'utopie complète si on pense que les Spurs, qui sont une magnifique équipe, une magnifique défense,
défense peut être overplay sur tous les mecs dans les ailes, peuvent mettre une pression monumentale sur Jalen Brunson et derrière pas encaisser un lay-up et pas avoir besoin d'aller dans les aides et d'être dans toutes les aides, dans toutes les rotations. J'ai pas dit que ça allait durer sur tout le match, mais il y a des possessions qui vont devoir se jouer là-dessus, notamment en fin de match ou dans les moments chauds. Et là où je dis que le désavantage des Knicks, c'est l'avantage des Spurs, c'est que dans l'autre côté, quand les Spurs vont attaquer, comment, quand tu es les Knicks, tu vas pouvoir protéger Brunson et je pense aussi Kat. Brunson, il va défendre sur Champagny, je pense. Donc après, là-dessus, ça va être comment dans les rotations tu l'impliques ou pas. Et pour revenir sur ton histoire de fin de match, en fin de match, il y a un truc qui s'appelle la pénalité. Et forcément, tu dois la gérer, ça aussi. Et on a vu Stephen Castle mal gérer des fois ces situations de pénalité en allant justement faire des fautes dans son camp, très haut sur Shea, faire des fautes sur des interceptions ratées. Moi, attention, la défense des Spurs, elle est élite de chez élite. Mais il n'empêche que les Knicks sont aussi une très très bonne équipe pour provoquer des fautes. En face, il y a quand même des joueurs de métier, de devoir, des mecs qui ont de l'expérience, qui savent aussi, qui connaissent quelque part le haut niveau des playoffs. Donc moi, je vous trouve très très dur, ou très utopiste en tout cas sur les Spurs. Il y a quand même 2 points faibles, je trouve, chez les Knicks, c'est Towns et Brunson défensivement, même s'ils font les efforts, ça je le nie pas, mais l'intelligence de jeu dans les rotations de Towns, le fait qu'il va donner des fautes bébêtes comme on l'a souvent vu faire et qu'il peut se mettre en danger tout seul parce qu'il est emporté par son élan. Brunson, il fait les efforts, mais il va pas très haut. C'est pas celui qui va le plus vite. Sur des catch and shoot de Champagny, il va pas forcément aller gêner. On a vu la vitesse d'exécution de Champagny. Il y a Brunson, t'as quand même 2 mecs, je trouve, là où les Spurs n'ont pas ces points faibles. D'accord. Donc c'est vrai que ça va être des failles aussi à exploiter. Je pense qu'ils vont être attaqués, ces 2-là. Kevin, Ouais, puis Kevin, comme je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Erwan, mais est-ce que les Spurs, c'est pas exactement ce qu'ils viennent déjà d'affronter avec le Thunder? Ça veut dire une fin de match avec un mec qui est capable de prendre le ballon, qui est Shea, qui est double MVP, ça fait 3 ans qu'il nous sort des stats de Jordan Prime. Ils viennent déjà de l'affronter, ça, en fait. Donc, est-ce que quand tu viens d'affronter Shea en finale de conf, est-ce que vraiment t'es perturbé par le fait de devoir gérer ça avec Brunson? C'est sûr que ça, c'est pour le coup différent, là, mais... c'est différent, mais en termes de confiance, Oui. je pense qu'on peut pas faire mieux de toute manière. Je pense qu'on est tout de suite d'accord. Surtout qu'en face, la stratégie défensive, ce sera la même. En face, ils ont tellement pour eux de surfer sur une vague historique qu'on peut aussi se poser la question au moindre coup d'accro, à moindre branlée à l'extérieur, que va-t-il se passer? Voilà, Cleveland nous a déçus dans cette finale. Ils étaient à plus 22 à 8 minutes de la fin. J'aurais pas pu imaginer que derrière, ils prennent 3 branlées. Donc il y a aussi tout ça à prendre avec de compte. Les séries, on dit tout le temps, elles sont longues, mais la confiance, quand elles se barrent, ou quand t'es dominé, parce qu'on a peu dit ça, mais ensemble, les Spurs ont dominé la série beaucoup plus de fois qu'OKC. Si on se retrouve dans le même bras de fer gagné par les Spurs, franchement, les Knicks, je les vois pas plus forts qu'OKC. Donc un peu naturellement, les Spurs nous paraissent tous vraiment au-dessus, en fait. Dans le cas où chacun maximise. C'est par rapport au parcours. Après, c'est normal, on est influencé. Ils sortent Minnesota, qui était une magnifique équipe, qui a botté le cul aux Nuggets juste avant, et eux, ils les bottent aussi. Ensuite, ils sortent. Enfin, les gars, moi je vous aime bien. Mais Minnesota, il y a DiVincenzo. Non, mais il faut rajouter DiVincenzo, il se fait le tendon d'Achille. Anthony Edwards, il joue à 40%. Jalen Williams, il joue pas. Et Anthony, comment il s'appelle, et Jimmy Mitchell, il joue pas. Donc, vas-y, dis-moi la vérité. Pardon, maintenant, Jimmy Mitchell, c'est un joueur important des playoffs. Non, mais on est où là, sérieusement, gros? Il s'est fait assommer au premier match. Il pouvait pas jouer contre ces mecs-là. Jimmy Mitchell, c'est pas un mec qui il a joué contre les Lakers et les Suns. Bravo. Excuse-moi, mais pour moi contre les Spurs, je l'ai dit avant la série qu'il allait trop souffrir en fait. Il s'est blessé. Mais même on jamais finalement. Le premier match qu'il fait, on voit qu'il est trop impacté. Dans le 2 et 10. En tout cas, il en manquait leur deuxième meilleur scoreur. Qui me disent Jalen Williams, mais bon, Eddie Mitchell, je l'adore, hein, mais. Eddie ou AJ? Eddie Mitchell. Kevin Prono, s'il te plaît. Kevin Mitchell, il ne rentre pas ce soir. Kevin Prono. Ça coupe un peu, les gars. Kevin Prono. Je pense qu'il y a un 4-2 Spurs. Très bien. Merci Kevin. De nous avoir appelé. Passionnant tout ça. Merci les gars. Very passionnant. Bon, la question habituelle, les gars. S'il y avait un facteur X à ressortir, le gars qu'on n'attend pas vraiment, le gars qui surperforme, le Julian Champagny du Game 7, voilà. Donnez-moi un petit peu vos tendances là, avant série, parce que le facteur X, en vrai, c'est un petit peu de Madame Irma.
Vous dites quoi? Tu veux y aller, Tom? Non, vas-y. Alors, je j'ai vais y pas aller. Moi, d'idée. je vais forcément citer un, voire deux joueurs des Knicks. C'est ça, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux cumulés. Je pense que Michael Bridges, s'il est en phase avec son tir, encore une fois, je reviens à l'adresse. De toute façon, pour moi, pour que les Knicks gagnent, il faut qu'ils soient droits. Au point. Et Voilà. ils le sont depuis le début des playoffs. Voilà. C'est une de leur grande qualité sur ces playoffs-là, c'est qu'ils sont à droite, même s'ils jouent contre personne. Faut quand même toujours mettre le ballon dans le panier. Je pense vraiment que Michael Bridges, par ses tirs à mi-distance, par sa manière de sanctionner justement à l'opposé sur les skis passes, d'attraper, mettre dedans, ou alors quelque part Mitchell Robinson aussi, qui sur la lutte au rebond offensif peut provoquer beaucoup de fautes, peut redonner beaucoup de possessions, et ça peut-être aussi, pour moi, ça peut être un facteur important. Alors il y a un titulaire et quasiment l'homme de base du banc, c'est pas non plus des mecs qui vont sortir de nulle part, mais pour moi, les deux cumulés ou l'un ou l'autre peut être un vrai facteur X sur ces Je te finales. rajoute un troisième mec des Knicks. Josh Hart pourra-t-il être le Alex Caruso des Knicks? Il est moins fort en attaque. Quand il même. est dans le 5, c'est pas exactement le même rôle. Je te parle d'impact sur un match. On s'en fout moins de marquer fort à 20 3 points. mais C'est qu'à un après- moment donné, est-ce que tu peux avoir ce type d'impact sur un match? On l'a vu, Josh Hart, être capable d'avoir un impact extraordinaire, frôler des triples-doubles, être merveilleux, être au combat et tout. Il doit être absolument à un niveau à 110%. Je te prends cette déclat parce qu'elle est superbe, on était obligé de vous la mettre. Si Wembanyama défend sur moi, c'est Josh Hart qui parle. Il est le seul défenseur de l'année unanime, donc c'est plutôt bon signe pour moi, non? Ça veut dire que je suis plutôt un bon joueur de basket. Il est bon, Josh Hart. Le truc avec Josh Hart, c'est que quand ça court, quand il y a du rythme, très bien. Il suit tout le temps les actions, il va prendre des rebonds offensifs quand ça court. Quand on arrive sur demi-terrain, son niveau, il passe de 85 à 65. Et ça, c'est un petit peu problématique Mais il par faut qu'ils moment. courent, alors courez. Faut N'oubliez courir. pas que les Spurs ont très bien couru sur toute la série. Ils ont eu des 1 contre 0, des 2 contre 1, ils ont eu des alley-oops, ils ont eu des lancers, même des petites claquettes là où OKC n'a pas réussi à courir. L'une des clés, évidemment, c'est le rythme parce que les Spurs courent tout le temps, ils sont tout le temps en train d'être comme ça. Donc tu as aussi le choix de rentrer dans ce rythme-là, tu as aussi le choix d'être un peu plus calme. On verra ce que les Knicks vont Après, faire. Hart, il est tellement chiant par son activité déjà qu'il peut faire des fois tourner des matchs sans marquer un panier, quoi. Et des rebonds, taper la balle, provoquer des fautes, aller se jeter sur un mec. Enfin, il est insupportable. Mais Et puis des fois, il met dedans. Il y a Oui, certains en plus, soirs, oui, il est quand touché il par met la dedans, grâce. c'est le grand Josh Hart. Quand il met dedans, c'est là, exceptionnel. hein. Ton facteur X des Spurs alors ou dans la série. Un mec que tu as envie de ressortir, tu vois, dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Fox, allez, Fox. oui, Ils vont vas-y. avoir besoin d'un grand Fox parce qu'on l'a vu sur le match 7, il a été bon. Il a été bon ce qu'il fallait en fait. On lui demande pas non plus d'en mettre 45, mais juste, il a bien tenu la balle. On sait qu'il est capable quand même en contre 1 quand l'attaque est un peu statique avec son petit reverse là à mi-distance. Il a un énorme toucher avec des flotteurs. Voilà, il va falloir qu'il soit bon, régulier, qui soulage Castle et Harper, qui reste encore jeune et parfois, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, dégoupille ou un peu se trompe de combat ou s'enfonce un peu trop loin. Lui, il est censé justement, c'était le but quand ils l'ont ramené, c'est apporter cette stabilité. Alors, il n'a pas tout le temps fait. Pour l'instant, ça leur a pas coûté cher aux Spurs. Maintenant, là, c'est le moment de. Alors, est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est Ça va vraiment un peu à mieux, ils ont eu 100%? 3 jours là off. Mais il est faut assez espérer fort pour gérer. Voilà, il doit être un peu ce papa à côté d'Harper et Castle pour les accompagner et pour des fois sentir quand, gros, là, tu vas un peu trop loin sur les actions. Je vais monter la balle, je vais mettre des choses en place. Je veux que ça soit ce Fox-là. Il avait été bon contre les Knicks dans les confrontations NBA Cup, il avait été excellent dans le scoring et puis mine de rien. Mais il a en lui. Bien Après, sûr, c'est juste un formidable joueur. Maintenant, the biggest stage de la NBA, on va voir qui est qui aussi dans ces instants-là. C'est pour ça. Oui. On a beaucoup d'interrogations, c'est pour ça qu'on est là. Mais bien sûr, et sachant que c'est deux équipes qui ne connaissent pas le C'est chemin. ça. Alors vous avez Luke Cornet qui a été champion NBA. Ouais. Finalement, tu vois, quand on est à dire des noms Barnes. comme ça, comme Luke Cornet Barnes, et Harrison mais- Barnes, bien sûr, t'as raison de le souligner. Et Bridges Finalement, il y a qui a fait les Son Père. finales, il reste qui Il y a Son encore Père, Bridges a fait les finales. En fait, il y a Son Père. Il y a Son Père, Non. c'est deux effectifs complètement, alors pas neufs dans leur vécu, surtout Mike pour les Brown, Knicks. Mike Brown a joué Oui, une oui, finale. tout à fait, Et tout à après, fait. il était assistant avec les Warriors. Donc, oui. Voilà. Tout à fait. Après, les Spurs, ils ont l'ADN quand même. Quand on voit l'apport de Popovic, il sait bien le dire aussi. En fait, ces Spurs-là, cette jeune équipe, ils découvrent les playoffs, mais La ils sont culture, tellement la entourés. culture. Ils sont tellement entourés de mecs qui ont tout connu et ça se sent aussi, je trouve, dans la gestion des émotions de la part des Spurs. OG Anunoby a été champion NBA, bien sûr, avec les Oui, bien Raptors, sûr. évidemment. Lui, Regardez. je trouve qu'on n'a pas assez cité Ouais. son blaze. hein. Bah, tu peux le citer si tu veux, ou surtout dans le débrief Non, si mais tu il est veux. Jeudi exceptionnel, matin, hein, regardez, là. 7 finales NBA, 7 fois en finale NBA, non, 7 finales NBA pour les Spurs, 5 fois champion, donc avec 99. Alors que de l'autre côté, ça fait 5 finales NBA, c'est les 5e là pour les Knicks. Et donc 2 fois champion, 70, 73, ce qui serait un exploit fantastique. 40 piges plus tard pour 50 ans plus tard. Wow! Wow!
Vache, on est 53 ans plus tard. Il est temps, hein. Faut être patient. Hein. Il est temps. Vous avez remarqué, on a très bien... C'est mon leitmotiv du moment. Ouais, On allait vous chercher quelques cotes là, regardez pour finir cette incroyable preview de près d'une heure et demie qu'on vous offre sur First Team. Regardez sur Winamax quelques cotes en prévision de cette série. La cote boostée, c'est les Spurs gagnent en 5, donc 4-1. La cote est boostée de 4,30 à 4,75. Si vous sentez les Spurs en 5, allez-y à fond, 4,75. Je pourrais me laisser tenter. Est-ce que tu en as une autre, Tom? J'ai un trou. Oui, c'est ça. Intéressant parce qu'on va ouvrir l'heure des pronos. On est obligé de le faire maintenant. Je vous donne les cotes. Et Erwan, écoute bien. Quand la série se terminera, match 7, 2,90, quel que soit le vainqueur. Match 6, tout le monde pense à un match 6, 3,25. Match 5, 3,75. Match 4, eh bien en 6. C'est l'heure des pronos, les gars. En 6 pour moi. D'accord. Match en 6, les Knicks en 6. 6, les Knicks gagnent le match 6 à l'extérieur. Donne-moi, va au bout de ton truc. Ça, c'est 2-2-1, non 2-2-1-1-1. Bah oui. Ben voilà, donc. Oula, Erwan découvre que les Knicks n'ont pas l'avantage du terrain. Oh là là. Ben non, Ah justement. non, c'est moi qui dis une bêtise. Putain, merde. C'est 100% ma faute, excuse. Match 6 au Garden. Est-ce que tu peux me donner match par match, tu vois, comment tu vois la série du coup? Qui gagne quoi un par un là? Donne-moi les scores, j'adore ça. J'adore. Un partout. Pardon, j'ai dit une grosse bêtise, ça c'est vrai. Un partout, 3-1, 3-2, 4-2. Il est trop fou, j'adore. Ok. Très bien. Donc les Knicks mènent 3 à un moment donné. San Antonio garde espoir et puis ça se finit en 6. Ok. Moi, 4-2 pour les Spurs. Voilà. 2-0, 2-2, 4-2. 2-0, 2-2, 4-2. Oh, si on a ça, ce sera lourd. Hein. En tout cas, parce que la différence entre vous deux. Au Madison. Ouais, célébrer un titre à l'extérieur, au Garden. En 99, ça avait déjà été le cas. Tout à fait, sur le match 5, tu as raison de le souligner. J'espère qu'on aura 2-2 hein, pour avoir le match 5 décisif, les 80% de l'équipe qui gagne ce match 5 qui passe. Ça n'a pas été le cas dans la finale de conf. Je vois un 4-1, mais par respect pour Erwan. Par respect, je suis pas James Dolan, gros. Il n'a pas de part dans un truc, il sera juste déçu, mais bon, il sera content de voir Victor champion NBA. Hein. Aussi, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de perdants. Voilà, exactement. Je suis quand même. Attends, je suis pro Knicks, n'en déplaise à Jérémy Mediana qui me menace de ne plus m'amener des joueurs si je suis pas pour Victor. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive à la fin de la finale, si je vois Victor champion, je serais quand même content d'avoir assisté à un truc incroyable d'un joueur français comme ça. Merde, quoi. Moi, c'est 2-0 Spurs, 2-1, 3-1, je te vois arriver. 3-2, 4-2 et victoire des Spurs. Ah, ok, d'accord. Donc ça va gagner là-bas une fois les Knicks. Ça va le 5. Tout à fait. Parce qu'encore une fois, ils sont capables de le faire. Vont-ils remonter? Non, ça va se finir en 6. En tout cas, on va souhaiter une très très grande finale. On a 3 Français dans cette finale NBA, pas comme Dadier, Mo Diawara et donc Victor Wembanyama qui est sur les traces d'un run juste historique, 22 ans, déjà en finale NBA, MVP des finales de conf. S'il arrive à actionner ce bouton, il rentre déjà dans la légende des meilleurs joueurs de la NBA. Il ouvre son historique, son palmarès de la meilleure des manières. C'est aussi ça le grand enjeu. On ressent bien qu'il y a une excitation en France incroyable. Tous les médias mainstream traditionnels s'y mettent. Tout le monde en parle tout le temps. La une de l'équipe ici, etc., etc. Franchement, on va vivre 2 ou 3 semaines extraordinaires. On sera en débrief après chaque match pour vivre ces finales NBA ensemble sur Clutch sur la Wuna TV à 17h après chaque match. Les gars, ça va être on y est hein. Vivement mercredi soir. Vivement mercredi soir, ouais, premier match. De se lever le matin sans rien, c'est triste. Les matinées sont tristes. Ah ouais, arrêtez de dire qu'il n'y a rien, il y a de la NBA. Pardon? Il y a de la WNBA, les gars. Et les Françaises régalent. Et les Françaises régalent. C'est vrai. Oh, on est ensemble. Mais c'est pas les playoffs encore, tu vois. Ouais, non, mais nous on regarde que les playoffs. On a le droit d'avoir des préférences. Ah oui, non mais... Moi j'aime le basket, je veux voir du basket, je trouve du basket. Et je vois des Françaises overseas qui brillent. Oui, mais il y a Roland Garros aussi alors, dans ce cas-là, on se régale. Et il y a le PSG, putain. C'est bon, je rigole. Je rigole. Ah. Franchement, ça va, tranquille, 2 étoiles, tranquille. Bon les amis, vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein. Si vous êtes en replay, si vous êtes en podcast, les étoiles, les likes, les commentaires, donnez-nous vos pronos à fond les gars. J'ai vu que tout le monde non, mais la plupart des gens prédisent les Spurs, victoire des Spurs. C'est normal, ils sont 80%, ils sont favoris, il y a un Français. La victoire n'en sera que plus belle. Tout à fait. Si les Spurs perdent face aux Knicks, les Knicks vont nous offrir une incroyable finale aussi. C'est ce qu'on... Et on veut de toute façon, on veut au moins 6 matchs, on veut des matchs âpres, on veut peu de blowout. T'es money time, fou. T'es money time, on veut des Jalen Brunson, tac comme ça. Il y avait faute, non, mais il lâche la balle avant, mais non, on aura quoi qu'il arrive. Regarde, il le touche en hanche. Voilà, on veut des débats comme ça. Tom Servillo me dit qu'on n'a jamais eu autant de commentaires, donc merci, hein, c'était un plaisir. On s'arrête là-dessus pour cette magnifique preview des finales NBA. On enchaîne tout de suite avec le bilan d'OKC. Eh oui, on va retomber un petit peu là. Terrible.